Attends. Ouais, C'est mieux là? ouais, là, ça y est. Ok, si j'enlève mon casque, vas-y, parle. Ouais, bonjour. Bonjour, bah parfait. Pas besoin Bah du casque. voilà. Parfait. Ah bah dis donc, alors déjà, Oui, dis-moi. j'avais préparé tout un speech et tout, un texte pour célébrer un petit peu cette rencontre unique. Mais alors je Ouais. dois dire que le mec qui a son petit clavier et son petit micro à côté de lui, alors moi je trouve que c'est d'un professionnalisme hors norme. Mais Tu as bon, vu en mon même clavier là? Ça se voit bah, mon clavier? bah, évidemment que ça se Ah voit que d'accord. t'as un petit clavier bon tant pis et Ouais, tout. c'est ça exactement, c'est un truc à 30 balles, acheté il y a 15 ans. Bah, cela dit, enfin moi c'est surtout un problème d'angle parce que toi tu es en plongée, mais moi je suis en Ah contre-plongée. ouais, Mais mais en je peux f mais en mais en réalité, bah, je suis pas en reste parce que j'ai Ah, tu le as la cla même chose? Eh ouais. oui, j'ai le clavier de mes enfants et puis à côté il y a la guitare, il y a tout le set d'instruments. Ouais. Donc bon évidemment ce sont des instruments pour enfants, hein, donc Bon, moi bon, presque pour ado, moi, tu vois? Enfant ouais, qui commence à avoir du poil. voilà. Mais bon après tu sais, enfin, en même temps, ouais non, il y a tout ce qu'il faut, tu vois? Là j'ai la trousse de médecins de Ellie et Harry. Alors, hier, ils m'ont soigné et puis Harry me faisait des piqûres dans la jambe, donc je lui ai OK. dit merci. Ce sont le nom de tes enfants, c'est ça? Oui. OK, Oui, oui, je les ai appelés piqûres et injections. tu as bien fait. Faisant du vélo, ça paraissait logique. C'est que de Mmh. l'audio là, hein, on est d'accord? Non, non, je filme Ah, aussi. tu filmes aussi? Ouais, ouais. Hey! Hey! Mais Hey! justement, attends, par contre, j'ai oublié un truc. Ah, je suis con, j'ai oublié un truc. Attends, je reviens. Vas-y. Faut que je me coiffe alors du coup. Voilà, là c'est bien. Ça va, ça passe ça? Ouais, ça passe. Ah, j'aurais dû me monter à boire, merde. Voilà. Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, mais oui, vers Bon, l'infini. hop, et voilà. Bah, c'est très important d'avoir un buzz l'éclair avec soi, hein, donc Exactement. c'est très, très important. Ça peut nous sortir de situations catastrophiques. Inextricable, j'aurais dit. Exactement. Alors attends, je vais faire un petit coup, voilà. Tac, comme ça. Alors, du coup, mon petit Philippe, avant Je que l'on t'écoute. s'y mette Mmh. et qu'on attaque vraiment, j'avais quand même préparé, en fait, je me suis, vite fait renseigner, sur ton compte. OK. Donc pour éviter la douleur d'une narration du style, «Bonjour Philippe, alors, Mmh. est-ce que tu peux te présenter?» Ouais. Bon, du coup, j'ai fait mes recherches OK. Alors je et te laisse me voilà. présenter alors. Exactement, voilà. Donc Philippe Morin est né en 1965. Non, bref, Yes! c'est pas ce que j'avais écrit. Bon, alors, du coup, ton oui, parce que ton vrai prénom, c'est Philippe et non pas Monsieur Fall et d'après ce Exact. que j'ai compris, il n'y a que ta mère qui t'appelle ainsi. Oui, enfin alors ça a un peu changé depuis quelque temps. Parce qu'en fait, j'ai un pseudonyme qui est Monsieur Fall depuis, 1981. Mmh. Tout le monde m'appelait comme ça, sauf, comme tu viens de le dire, ma mère et ma sœur. Et puis il se trouve que, œuvrant sur internet depuis un certain temps, je me suis attiré quelques inimitiés. Au point qu'un jour, quelqu'un m'a dénoncé à Facebook comme, le fait que Monsieur Fall n'était pas mon vrai nom. Peu le sachent, mais peu le savent. Peu le sachent. C'est les 75 kilomètres de gravel qui me font mal parler Oui, mais français. Donc peu le savent, les vrais saches, les donc vrais savent. t'inquiète pas. Peu le savent, mais sur Facebook, tu es obligé d'avoir ton vrai nom. Et moi, bien évidemment, dès l'ouverture de Facebook, j'ai mis Monsieur Fall. Et quelqu'un m'a dénoncé à Facebook en disant: «Il Mmh. s'appelle pas Monsieur Fall, il s'appelle Philippe Morin». Et Facebook m'a bloqué mon compte jusqu'à ce que je mette Philippe Morin. Et comme je me suis dit: «Cette personne essaye de m'emmerder, le meilleur moyen de pas être emmerdé et de l'emmerder à mon tour, c'est d'en avoir rien à foutre». Et Mmh. donc j'ai accepté de renommer mon compte Philippe Morin. Et il se trouve que, mon activité, on va dire, de vélo a commencé légèrement après qu'on m'ait obligé à m'appeler Philippe Morin. Donc dans le vélo, beaucoup m'appellent Philippe parce qu'ils m'ont découvert sur Facebook avec Philippe Morin. Voilà. Donc maintenant, nombre de personnes m'appellent Philippe, mais je me retourne difficilement quand on dit Philippe, Philippe. C'est pas automatique chez moi, puisque pendant 35 ans, on m'a appelé Fall. Voilà, je te laisse continuer.
Cycliste passionné et musicien amateur, tu es Hein, né en 1965 et as passé 20 ans à t'occuper d'un site internet créé en 2000 à Orléans, exact. consacré aux jeux de plateau et jeux de rôle par la suite. Mmh. En 2019, le site a été revendu à la société Plan B, Mmh. dirigée par Sophie Gravel. Alors, Oui. coïncidence? Je ne Ah, pense pas. ah. Non, tout à fait. C'est les lois, mystiques de l'univers qui font que, après avoir vendu mon entreprise à madame Gravel, j'ai découvert la pratique. Incroyable. Mais oui, Non, mais je ne savais pas que le Gravel existait quand j'ai rencontré cette personne, surtout que Sophie Gravel donc, qui est canadienne, et oui, c'est un nom assez répandu là-bas en fait, hein. exactement. Je la connais depuis, enfin, depuis plus de 15 ans donc, avant même que le Gravel, s'appelle le Gravel finalement. Oui, oui, quand tu fais une petite recherche, gravel, localisée sur le Canada, tu te rends compte qu'il Il y y en a a beaucoup. plein d'hommes Mmh. politiques, qui s'appellent, Philippe Gravel ou, Jean-Michel Gravel. Voilà. Alors ça marche aussi en France, hein, Ouais. Jean-Michel Gravel, c'est pas un problème. Bon, il y a bien un Didier Gravier par ici, hein, c'est un prénom un nom de famille qui doit exister, Gravier. Mmh. Voilà, donc oui, 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 mais ça existe, hein, on trouve de tout. Malheureusement, des handicapés patronymiques, oh ça va, Gravier, ça passe. ouais, ouais, non, mais ça passe, hein, Mmh. Ça reste entre nous, hein, tu le répètes à personne, hein. non, non, t'inquiète pas, Le ça nom de c'est famille secret. de ma femelle, c'est Mollard. Voilà. Moi, Mollard. j'ai un ami d'enfance qui s'appelait, bah, alors c'est plus vraiment un ami, mais en tout cas, ouais, j'ai grandi avec un Sébastien Mollard. Dans le peloton, professionnel, il y a un Mollard. Oui. Donc c'est assez courant, dans le sud-est, je dirais, de la France là, je sais, j'ai oublié le nom de la région. Du côté Mmh. de Clermont-Ferrand, il y a plein de Mollards. Enfin bref, Oui, enfin, voilà, c'est mais vrai il que y a aucun Clermont. lien entre Sophie Gravel et la pratique du gravel, En revanche, je suis pas sûr que Clermont-Ferrand soit bien dans le sud-est de la France, mais on pourra toujours reparler de ça. par rapport à Orléans. Bah, c'est plus au sud parce que c'est pile en dessous. Bah oui, mais c'est pas à l'est après Clermont-Ferrand, par rapport à la Oh! ligne droite, vraiment on va parler géographie? Ouais, exactement, C'est une oui. question de point de vue. Tu sais, il y a une expérience qui a été menée il y a très, très longtemps, qui consistait à partir de Marseille Mmh. et de remonter et de demander aux gens: «Ça commence où le nord?» Donc à Marseille, ils disaient: «Le nord, ça commence après Aubagne». À Ouais. Aubagne, le nord, ça commence après là, jusqu'à Avignon, tu vois? Mmh. Le nord, ça commence après Avignon. En fait, tout dépend du point de vue où tu te places pour le nord et le Bah, sud, oui. tu vois? Alors justement, on va parler géographie et géologie, moi j'ai remarqué qu'il y a une grande concentration de conifères en Sologne. Est-ce que ça a un lien? Aucune idée, je t'avoue que là, on passe dans la botanique, Mmh. donc non, j'ai Ouais, pas même c'est certainement lié aussi à un sol argileux et peut-être un petit peu sablonneux. sans doute, sans doute, Ouais. sans doute, mais ce sont mes arbres préférés, moi, les conifères. Mmh. Très Voilà. bien. Bon, alors j'aurais pu ajouter ça à ma liste de questions parce que comme tu ne le sais certainement pas, Mmh. pour certains épisodes, je pique les questions à d'autres. Donc, OK, voilà. OK, bah, je Donc t'écoute. donc piquer à Eva Bester, c'est la deuxième fois que je fais ça, hein. Piquer à Eva Bester sur France Inter dans son émission L'Embellie. Es-tu content d'être venu au monde? C'est très compliqué, très, très compliqué. J'ai fait une vidéo il y a pas très, très longtemps, enfin il y a plus d'un an maintenant, un Fatéor, hein, où j'expliquais que quand on aime ses enfants, le mieux c'est de ne pas les faire, tu vois? Donc je sais pas, à qui s'adressent, tes podcasts, mais où je suis à la fois très content, d'être au monde pour pouvoir profiter, pour pouvoir, discuter de tout et de rien avec, tout le monde, tous ceux qui se présentent à ma portée, comme là en ce moment. Mais d'un autre côté, je trouve que donner la vie à des enfants à l'heure actuelle, c'est assez délicat. C'est-à-dire que le système dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, elle est pas très joyeuse. Donc je voudrais pas casser l'ambiance, mais c'est très compliqué à définir. C'est le paradoxe de l'être humain ça et le paradoxe du cerveau. C'est-à-dire que oui, c'est très agréable, il y a tellement de choses belles et moi je ne vais pas me plaindre. Même si ma vie a très mal commencé, elle se déroule plutôt de manière très, très agréable. Mais ça reste très, très compliqué. Toutes les pressions sociales, là en ce moment en plus, dire, est-ce que je suis content d'être au monde en France à l'heure actuelle? Ouais, je le serais moins si j'étais en Ukraine. Si, tu vois, c'est vraiment pareil. C'est une question de perspective comme avec la géographie. Donc c'est très compliqué. Donc on va dire que aujourd'hui, comme j'ai été faire de la bicyclette ce matin avec deux gars sympathiques et que j'ai pris mon pied, je suis content d'être venu au monde pour ça. Donc là, en ce moment-là, oui, je suis content d'être venu au monde. Voilà, ça te va? Es-tu content? Es-tu en bon terme avec toi-même? Là aussi, c'est très compliqué tout ça, hein. Mais évidemment, mais attends, mais Ça dépend des jours. je ne Ça pose dépend que des des jours. questions compliquées. Ça dépend des jours. Hem,
En règle générale, je suis en accord avec moi-même, j'ai la chance, on va dire, hem, d'avoir évolué un petit peu en parallèle de ce que le monde t'oblige de faire. Tu vois? C'est-à-dire de rentrer dans des cases, d'avoir une conduite droite et cetera. Donc je me suis accordé beaucoup de liberté. J'ai pris des chemins où, en fait, on va dire que, on va faire des puisqu'on est là pour parler vélo, hein, on va faire des comparaisons. Pas forcément. Ma vie est proche de la pratique du gravel. Voilà, c'est-à-dire, bah, des fois, tu prends la route, ça trace, tu es tranquille, tu as le vent dans le dos, ça va bien. Et puis c'est un peu emmerdant, il y a des dangers, il y a des voitures. Donc d'un seul coup, je vois un petit chemin et je le prends, tu vois, et j'y vais. Puis des fois, je me dis, est-ce que mon vélo va passer là? Alors j'y vais. Et oui, il passe. Et ma vie est à peu près comme ça. C'est-à-dire que dès qu'un truc me fait chier, je peux le laisser tomber. Dès que c'est trop la routine, je pars à droite ou à gauche, j'essaye. Donc, et donc, du coup, je me retrouve souvent en accord avec moi-même puisque j'ai toujours fait ce que je voulais sans que personne ne me dise comment je devais le faire et où je devais le faire. Et quand on essaie de me forcer à faire les choses, ben, si j'y voyais pas un intérêt et personnel et pour les gens autour de moi, parce que je suis pas qu'un sale égoïste, je le faisais pas, mais si j'avais un petit intérêt, je le faisais. Donc voilà, j'ai vraiment, ouais, je peux dire qu'en gros, je suis toujours en accord avec moi-même, je suis bien. Je me souviens plus de ta question, mais je crois qu'on y est là, hein, la réponse. C'est parfait. OK. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Apprendre, toujours, faire, tenter, essayer. Voilà. C'est la chose qui me motive. Faire des choses et des choses où on m'attend pas. Voilà. Ça, c'est court, hein? Non, non, mais c'est bien, je vais en profiter pour prendre des notes parce qu'en fait, ouais, quand même. Ouais. OK. Alors, faire des choses où on ne m'attend pas. Voilà, par Donc exemple. ça, évidemment, j'ai tué le suspense. Voilà. Donc celle-là, maintenant, j'ai plus qu'à pas la Ouais. poser. Comme ça, au moins, ça restera en suspens. Je laisserai le loisir à un autre podcasteur amateur de prendre cette question. Mmh mh. Voilà. Bien. Maintenant que j'ai piqué les questions à Eva Bester, je vais piquer la pause commerciale de Philippe pour Mmh. présenter Planète Gravel qui sort en kiosque demain. OK. Ah, cool. Voilà, magnifique, absolument magnifique avec C'est un un. c'est un numéro 1? Ouais, c'est le premier numéro, oui. OK, Oui, oui. cool. Premier numéro qui sort, donc je me suis occupé d'une vaste majorité de sujets, tous plus inintéressants et non pertinents les uns que les autres, notamment le débat du jour: le gravel existe-t-il vraiment? OK, Voilà, OK. donc Ah bah, foncez très bien, je vais l'acheter. aller feuilleter ça, dis donc. Mais oui, foncez l'acheter, Bah, sinon les oui, enfants ne partiront pas en vacances cet été, donc exactement. envoyez des sioux et écrivez à l'arc. Mmh mh. Tac, attends, je remets Ça mes. coûte combien? 5,95 disponible en France métropolitaine, Belgique, Luxembourg, Suisse, DOM, et Canada. Donc Donc, en kiosque, en boutique, oui, comme, standard, OK, distribution normale. OK. voilà, exactement, comme quand tu vas acheter Union et ben c'est juste à côté. Mmh. Et tu as fait ça tout seul ou il y a des intervenants? Ah non, non, il y a plein de monde, je suis pas OK, du tout non, non, alors pour être complètement précis, c'est pas du tout mon magazine, ce n'est pas du tout l'officine de Spotzel. OK, C'est le rédacteur en chef, c'est Benjamin, Lacoste, le rédacteur en chef également de Vélo Tout-Terrain, de eBlue Ride et de OK, Bike Live, et donc on a travaillé tous les 2 pour créer ce nouveau magazine. OK. Voilà, donc toutes les plaintes, C'est là-bas. c'est auprès de Benjamin, que Ça je roule. salue bien bas, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai une série de questions sans aucun rapport avec le vélo. OK, je Et t'écoute. en grand professionnel de l'objectivité, les questions sont totalement subjectives et orientées par mes goûts personnels. Donc, tu réponds uniquement en reformulant la question. Pizza ou kebab? Ah ben, pourquoi je m'interdirais les 2? C'est une Sta question, non? C'est bon? Tu réponds comme tu veux. OK. Star Wars ou Star Trek? Ah, Star Wars. D'accord. Ça va être Ah, je te vite fait. déçois terriblement. Ça va être vite Mais fait. j'en ai rien à foutre! Ça va Star être vite Wars, fait. monsieur! Ça va être vite fait cet épisode, je te le dis, moi. Non mais J'avais pas envie. franchement, oh là là! Non, eh! Non, mais bon. Ah, bref. Je suis ton père. Non, mais d'accord. Super. Bon, Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? Je Ah crains le bah, pire. ouais, forcément Seigneur des Anneaux, Ouais, en même temps, oui, c'est ton époque. bah, oui, exactement. Ah oui, non, mais là, c'était Enfin, mon complètement. époque, je suis né bien après que Tolkien l'ait écrit quand même.
Oui, mais bon. Ouais. Alors que Beatles toi, ou Beatles pardon? ou Rolling Stones? Ça dépend de la période à laquelle, j'évoluais, en fait. C'est-à-dire que j'aimais bien le côté un peu, rock'n'roll des Rolling Stones, mais la musique, enfin le goût des Beatles, est plutôt sympathique. Mais en vérité, je j'écoutais rien de tout ça. Aucun des 2 en fait. Metallica ou Slayer? Le métal, laisse non, ça me fait saigner les oreilles. D'accord. Pierre Roland ou Julien là tu fais gaffe. Vas-y. Pierre Roland ou Julien Alaphilippe? Pierre Roland, j'ai eu l'occasion de rouler avec plein de fois, mais franchement, à la Philippe la classe. Bon, ça va, tu t'en sors pas si mal. Donc à ce stade de l'épisode, tu as le droit de renoncer, mais vu les réponses, c'est peut-être finalement moi qui va trouver une excuse à la con. Donc voilà, quand tu dis la société, les contraintes sociales, ça veut Hein, dire hein. quoi? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ce qu'on attend de nous et est-ce qu'il y a vraiment une pression sociale? Alors, là pareil, on va partir, Non mais vas-y, pars! tu tu On est là pour tu ça. tu quand tu joues à un jeu de société, la moindre des choses la moindre des choses, c'est essayer de bien jouer par respect pour les autres. D'accord? Et un jeu de société, c'est ni plus ni moins que des règles que tu dois appliquer pendant un temps donné qui peut aller de 10 minutes à 3 4 heures. OK? Donc dans la vie, c'est pareil, c'est-à-dire que tu as un minimum de règles à respecter, heu, pour que tout le monde vive bien, que tout le monde passe un bon moment, tu vois? C'est-à-dire que si tu commences à, nier le fait qu'il y a des gens autour de toi, parce que la société, c'est quoi si ce n'est des gens autour de toi? À moins de vivre comme un ermite, enfermé quelque part où tu vois personne, donc là, tu vas pouvoir faire n'importe quoi. Dans la vie de tous les jours, tu es obligé de respecter certaines règles. Par exemple, très con, si tu as des voisins en dessous de chez toi, tu vas pas sauter parce que tu en as envie de dire: «Ouais, j'emmerde la société, je saute». Voilà. Donc évidemment que éviter de faire du bruit passé 22 heures, c'est pas très contraignant. OK? Donc oui, au-delà de ça, tu as tout un tas de règles qui sont beaucoup plus contraignantes, comme celle de devoir gagner de l'argent pour se nourrir. Parce que si fut un temps, il suffisait de marcher, de se baisser, cueillir, ou de tailler une lance et l'acheter sur une bestiole qui passait et tu te nourrissais, se nourrir à l'heure actuelle, c'est plus compliqué. Donc tu es obligé, si tu veux faire ça sans faire chier personne, c'est-à-dire pas aller voler dans les magasins, tu vois, tu es obligé d'avoir un travail et le monde dans lequel on vit, ce travail, il est assez réglementé. Et toute notre vie, tout ce qui est autour de toi est basé sur ça. C'est-à-dire, euh, ben, tu travailles en journée pour la plupart des gens, hein. Bien sûr qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, etc., etc., mais il y a des horaires fixes, on doit travailler 7 heures par jour, etc., même si nos rythmes biologiques ne sont pas faits pour ça. Des études ont été faites, on n'est pas fait pour dormir 8 heures d'affilée. On est fait pour dormir par tranche de 20 minutes, 30 minutes. On n'a pas tous le même sommeil. Donc, à un moment donné, pour vivre ensemble, ben, on est obligé de respecter plus ou moins toutes ces règles. Et en fonction de qui tu es, de comment tu as été éduqué, de comment tu es biologiquement, il y a plus ou moins de pression. Moi, par exemple, dormir 8 heures d'affilée ne me pose pas de grande pression. Mais il y a des gens, biologiquement, c'est très dur pour eux de subir la contrainte de dormir 7 à 8 heures d'affilée. Donc, je dirais que c'est plus complexe de oui ou non pression, pas pression. On va tous gérer ces pressions plus ou moins facilement. Voilà. Et on va tous plus ou moins se débrouiller pour pas être obligé de subir ces règles. Par exemple, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les ordres. Donc, je me suis débrouillé toute ma vie pour que personne ne me donne d'ordre. Jamais. Aucune autorité. Alors, évidemment que je suis soumis à l'autorité qui consiste à respecter le code de la route, payer ses impôts, etc. Mais le reste du temps, j'ai jamais eu de patron. Jamais. Donc, moi, j'ai viré cette pression de la hiérarchie au-dessus de moi au niveau du travail. Mais il y a des tas de gens qui ne peuvent pas, pour des raisons diverses et variées. Euh, donc, je sais plus ce qu'était la question, mais c'est pas aussi simple que noir et blanc. En fait, je passe mon temps à gérer ma vie avec des réglettes. Tu vois, on parlait de musique tout à l'heure. Tu vois, tu as une table de mixage avec des boutons. Puis en fonction du moment dans la musique, bah, tu vas plus ou moins monter certains trucs, les basses, baisser les aigus. Tu vas mettre en avant les cuivres. Tu vas mettre en avant la voix, la baisser. Voilà, donc c'est les contraintes, c'est un mix à faire et on y arrive plus ou moins en tant qu'individu, chacun dans notre coin.
Et moi, j'ai cette chance d'avoir réussi à régler comme je voulais. J'ai pas eu besoin d'un producteur, si tu veux. Je me suis débrouillé tout seul pour régler mes. Alors, ça n'a pas été facile tout le temps, mais parce que par exemple, quand je dis que je n'ai pas de voiture, on me dit bah oui, t'es écolo. Non, j'ai pas de voiture parce que j'étais pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était avoir une voiture pour beaucoup de gens, c'est une contrainte. Mais je me suis débrouillé dans ma vie pour ne. Alors, au début, parce que j'avais pas les moyens d'avoir une voiture, mais je l'ai intégré. Et donc, je me suis débrouillé pour ne pas avoir besoin de voiture. Tu vois? Donc, de supprimer cette contrainte. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Et ça m'a obligé pendant un moment à manger des cailloux, de pas avoir de voiture. Tu vois? Donc, c'est. Ouais, je sais plus ce que était ta question, mais j'espère que j'ai bien répondu. C'était parfait. Ok. Tu m'excuses, Ah, tu m'entends bien là? Oui, je t'entends Ouais, parfaitement. d'accord. Je note une question. Ok. Oui, parce que là, on est passé au stade où je n'ai plus rien préparé, donc Ah voilà. ouais, c'est pas très grave, hein. Tu sais, moi, je peux parler pendant des heures de tout et de rien. Non, non, mais t'inquiète pas, les spécimens dans ton genre, je les connais, donc c'est pas un problème. Parfait. Voilà, ça y est, je me remets. J'avais simplement bougé un petit peu mon son de moniteur, ce qui donnait l'impression que je ne m'entendais pas, mais en fait, voilà, Ah, je tout va t'entends bien. bien. J'ai les deux, Ouais, comment on appelle ça là, tu vois, les deux trucs de son là qui apparaissent en bas de mon écran et c'est plutôt pas mal. Je suis un peu plus faible que toi, mais je sature pas, donc c'est bien. mais tout va bien. Tu ne satures pas, donc c'est qu'on est bien. Donc, tout à l'heure, tu me disais, faire des choses où on ne t'attend pas, ça se matérialise de quelle manière? Oh ben là, la dernière chose que j'ai faite, j'ai écrit un bouquin. Voilà. Est-ce vraiment une surprise? Bah, la manière dont je l'ai produit, pour la plupart des gens, oui, parce que en fait, j'en ai parlé à personne autour de moi que j'étais en train de le faire. En fait, hem, j'ai déjà évoqué le fait que j'allais probablement me mettre à écrire quelque chose. Mais quoi, comment, personne ne savait vraiment. Même moi, je ne le savais pas vraiment. Et puis, je me suis lancé, j'ai fait mon truc et en fait, les gens étaient au courant que ça existait au moment où c'était en vente. C'est-à-dire que j'en ai parlé même aux gens que je fréquente très régulièrement, je leur ai pas dit: «Tiens, je suis en train d'écrire un bouquin». J'ai lâché une info ou deux de temps en temps sur Facebook ou ailleurs en disant: «Voilà, je suis en train de faire ça», mais c'était pas définitif et quand je l'ai mis à la vente, en fait, personne ne l'avait lu à part ma femelle et le correcteur. Donc on m'attendait pas sur ça et puis les gens qui l'ont acheté, qui l'ont lu, ne s'attendaient pas à la teneur du bouquin. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Avant, à cause du premier confinement, bah, j'ai fait de la musique. Personne m'attendait, à produire en 6 jours 6 morceaux avec 6 clips. Alors, c'est pas bon, parlons de la musique, par exemple, heu, c'est pas non plus un truc, que je le fais sérieusement, mais j'ai aucune attente là-dessus. Je le fais, point barre. J'ai pas d'ambition, mais je l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai vendu ma boîte, personne ne s'attendait à ce que je la vende. Ça surprend tout le monde. Tu vois? C'est que des trucs comme ça, quoi. Je vais pas remonter, loin, loin, loin ou aller plus avant sur ce que je suis en train de préparer en train de faire, mais voilà, faire des trucs où on m'attend pas, c'est en fait ce qui m'intéresse moi, c'est, l'écriture par exemple, faire ce bouquin, ce qui m'intéressait, c'était de me dire: «Bon, j'y connais rien et comment mon cerveau va appréhender tout ce qu'il y a à faire?» heu, N'y connaissant rien, tu es obligé de, bah, d'aller fouiller, de chercher comment ça marche. J'ai appris plein de choses sur la littérature, tout le temps que je ne lis pas. Donc, les livres, je sais pas comment c'est fait, je sais pas comment ça fonctionne et j'ai appris les SBN, j'ai appris les trucs, les pages liminaires. Avant d'écrire un bouquin, je ne savais pas ce qu'étaient les pages liminaires. Tu sais ce que c'est des pages liminaires? Mais non. Voilà. Bah, les pages liminaires, c'est tout ce qui est, avant et après ce qui est écrit. Par exemple, la première page blanche dans un bouquin, c'est une des pages liminaires, c'est les pages de dédicace. Alors, ce n'est pas une règle obligatoire, c'est pas établi dans un truc, voilà, la charte de l'écrivain, c'est ça. Tu peux très bien t'en foutre, mais il est de bonne manière de mettre une page blanche qui est la page de dédicace. Ensuite, on écrit le titre. Voilà. Ensuite, on écrit le nom de l'auteur, le titre et puis deux trois bricoles. Ce sont les pages liminaires. Voilà. Donc c'est rigolo à faire. Intellectuellement, ça m'amuse d'apprendre toutes ces choses-là. Et puis de produire. Alors j'ai peut-être produire un autre livre, deux trois livres, un troisième, un quatrième, et puis un jour passer à autre chose. L'aventure Trick Track sur 20 ans, c'est un enchaînement de circonstances, c'est un hasard en fait que j'ai tenu aussi longtemps. Voilà. C'est-à-dire qu'en vérité, quand j'ai fait mon site, euh, on pourrait le découper en tranches de 3, 4, 5 ans.
parce qu'au bout de 4-5 ans, bah, j'avais fait ce que je voulais faire, mais il y avait un nouveau truc qui se présentait. Ah bah tiens, bon, j'ai la base, on va aller vers ce nouveau truc. Puis au bout de 5 ans, oh bah il y a un nouveau truc, tu vois. Et là, j'ai laissé tomber parce qu'au bout de 20 ans, les nouveaux trucs qui arrivaient m'intéressaient pas. Mais alors pas du tout. Mmh. Ça impliquait des choses, des contraintes qui allaient vraiment me péter les couilles, donc j'ai laissé tomber, je suis passé à autre chose. Mais voilà, faire des nouvelles choses, c'est ça, voilà, c'est faire des choses dans lesquelles on m'attend pas forcément ou qui peuvent surprendre. Voilà. Et la littérature, c'est un peu le propos du bouquin que j'ai écrit, hein. En vérité, ce qui est drôle, c'est que j'ai arrêté d'écouter en sixième, moi. Donc, je n'ai pas étudié la philosophie, le français, j'écoutais pas, je faisais des fautes tout le temps. C'est rigolo quand tu as un cancre de se dire, bah, tiens, je vais écrire un bouquin. Enfin, tu vois, ça, voilà, mes profs de français de l'époque, c'est à eux que j'aimerais donner mon bouquin pour qu'ils le lisent. C'est rigolo. D'ailleurs, j'ai un prof pas loin, je vais peut-être lui déposer dans sa boîte aux lettres. Tu préférerais pas leur faire directement plutôt un bras d'honneur? Non, non, parce qu'en fait, dans le bouquin, à la fin, il y a des remerciements et je remercie un de mes profs de français. Donc, non, parce que, en fait, c'est très compliqué. La plupart, il y a plein de profs, c'est pas leur faute, par exemple, de pas soupçonner qu'un élève est en difficulté ou de comprendre les raisons du fait que le gamin il est en échec ou ça se passe pas bien, tu vois. Je l'explique souvent. En fait, c'est une analyse que j'ai. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je gère mon existence, enfin une partie de mon existence. Quelles que soient les choses que tu produis toi ou que tu prends pour toi ou ce qui se passe, euh, il y a toujours, je vais schématiser avec des chiffres ronds pour que ce soit plus clair. Il y a toujours 100 raisons, ok, pour que les choses sont ce qu'elles sont. Ton cerveau, ou le cerveau humain, en fonction de tes capacités et tes biais cognitifs, est capable d'en voir réellement 10 ou 15, 20 si tu es très fort, ok, sur les 100 raisons. Et tu ne peux pas faire autrement. Ton cerveau va donner de l'importance à 3 de ces raisons. Ah, ça a marché parce que ça. Et ces 3 raisons à laquelle tu vas donner une priorité, pour les mêmes circonstances, toi et moi, on va pas voir les mêmes. On va peut-être en avoir une en commun ou deux en commun, mais il y en a 3 ou 4, ou 2 ou 3, ça sera pas en commun. Toi, tu vas dire, ah ben ça, parce que ça. Et moi, je dirais, mais non. Enfin, oui, tu as raison, mais moi, je vais plutôt voir celle-là et celle-là. Tu vois, et en fonction de ces raisons que tu es capable de voir et donner de la priorité, tu vas agir, tu vas raisonner différemment. Voilà. Donc, faire un doigt d'honneur à un prof ou l'envoyer se faire foutre, c'est simple. Pas que la simplicité est un problème. D'ailleurs, quand quelqu'un me dit oh c'est trop simple, je dis mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Non, c'est probablement injuste de condamner quelqu'un parce que tu sais pas ce qui s'est passé. Le prof de français qui te mettait zéro et qui te trouvait complètement con quand tu avais 11 ans en classe, qui considérait que tu étais un abruti, tu sais pas sa vie, tu vois. Et tu sais pas ce qu'il a fait, pourquoi. Donc le condamner, c'est un peu, ouais, c'est un peu con en fait. Je sais pas si c'est clair. Je te vois, tu bouges pas. Tu es là, oh, oh, il y a Non, quelqu'un? Ouais, mais alors, alors, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, ouais. c'est que l'invité, c'est toi. Ah d'accord, OK. Donc je suis pas là pour donner mon avis à tout bout de champ. Non, non, c'est pas la vie, c'est, parce que là, je croyais que tu étais figé là, je dis: «Merde, je l'ai perdu». Non, mais en fait, je suis très calme, ça ne se OK, voit pas et d'accord. je sais que ça Alors ne que moi, je s'entend bouge pas beaucoup, forcément. alors que je suis calme aussi, en fait. Et moi, je suis plutôt le genre statique, tu vois. OK, d'accord. Et en plus, je me fige intérieurement parce que, eh ben, on parle de l'école, on parle des profs et on parle des profs un petit peu nuls. Et tu as Et eu du mal? ouais, non, c'est Ouais, au-delà du mal. OK. Et du coup, tout à l'heure, je t'expliquais que j'ai piqué les questions à Eva Bester. Ouais. Et le premier épisode, enfin la première émission que j'ai écoutée d'elle, c'était par hasard en tombant sur une émission avec Alexandre Astier. Mmh. Et lui aussi a eu beaucoup de mal. Et il explique dans cet épisode-là qu'il a eu un collège horrible Ouais. et qu'il a beaucoup souffert justement avec les profs qui lui répétaient qu'il ne ferait rien de sa vie. Ah bah, oui, Alexandre oui. Astier. Ouais, ouais, Alexandre ouais. Astier. Ouais, mais c'est il y en a Donc beaucoup, ça il me y a fait. beaucoup de gens, hein, de toute façon, tu sais, je lis très, très peu, Alors, mais juste, je te ouais. coupe. Peux-tu m'expliquer le paradoxe de je lis très peu, mais tu es assis devant un parterre de livres? Alors c'est pas paradoxal, hein, c'est-à-dire que je vis en couple depuis 37 ans et il se trouve que, ma femelle est une grande lectrice dans tous les livres, c'est les siens. Ah oui, voilà, d'accord. Bah, Voilà, très bien. Voilà, fin de la bah, c'est simple. parenthèse. Ouais, c'est Merci simple. madame. C'est rien de rien. Donc, je lis très, très ce qui est sûr, c'est que je ne lis aucun roman, mais j'ai lu quelques livres, OK? Et quand j'ai eu des enfants,
je me suis intéressé à Piaget, qui a travaillé sur l'éducation et tout ça. Et Piaget expliquait la problématique de l'éducation de masse. Et il expliquait que le système éducatif, il est fait pour la masse. Or, on n'est pas tous réveillés au même moment, on n'a pas tous la même vitesse d'apprentissage, mais on est obligé d'enseigner de manière massive. Donc, il disait, prenez une classe de 20 élèves, c'est un vieux bouquin, hein, à l'époque, il y avait 20 élèves par classe. Eh oui. Il disait, sur 20 élèves, vous en avez 2 qui vont comprendre très très vite, vous en avez 2 qui vont comprendre très très lentement, et vous en avez 16, c'est le bon enseignement pour eux. Et les 4, ceux qui vont très vite, ceux qui vont lentement, bien souvent, ils sont en échec. Et ça ne veut pas dire que eux sont plus intelligents et eux sont plus bêtes. Les plus bêtes, en général, on croit que c'est ceux qui apprennent pas vite, donc qui vont redoubler ou qui vont pas être attentifs. Et on croit que ceux qui comprennent trop vite sont brillants, donc en fait, ils sont intelligents, ils vont réussir. Non, 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 non. Parce que tu peux très bien être en échec alors que tu es intelligent, mais le système, la manière dont on t'enseigne n'est pas bonne. C'est-à-dire que ça ne te correspond pas. Et les 2 lents, ben en fait, si on leur enseignait à leur vitesse, avec un rythme, on en parlait tout à l'heure des rythmes, dormir plus, tu es plus réveillé l'après-midi que le matin, il y a des gens, c'est l'inverse, eh bien, ils réussiraient aussi bien que les 16 du milieu ou les 2 plus intelligents. C'est juste une question de moment. On n'est pas tous matures au même moment, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt au même moment. Donc, il y a un problème d'éducation de masse. Il faudrait faire un système éducatif qui ne soit pas basé sur la masse. Il faudrait qu'on soit capable de détecter les 2 plus lents et les 2 plus rapides, ne pas considérer les 2 plus lents comme 2 crétins et les 2 plus rapides comme des génies, parce que bien souvent, enfin pas bien souvent, mais il arrive que les 2 plus rapides, en fait, ça s'équilibre. Tu sais, on dit les enfants sont précoces. La précocité, ça veut rien dire en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, prenons un exemple. J'ai été un enfant précoce, mais à la marche. J'ai marché à l'âge de 9 mois. Ça ne fait pas de moi un champion du monde de marathon ou de course. Je ne cours pas plus vite que quelqu'un d'autre. J'ai juste appris à marcher à 9 mois. Ça ne fait, ça ne m'a pas donné un avantage plus tard. Donc, un enfant précoce intellectuellement qui apprend vite à l'âge de 8 ans, à l'âge de 10 ans, il ne sera pas un adulte forcément avec un QI de 280 plus tard. C'est juste, il est en avance, basta. Et après, ça s'équilibre. Donc, c'est assez compliqué. Donc, il faudrait un système éducatif qui prenne en considération ça, ce que disait Piaget il y a 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oh oui. Donc, oui, alors après, tu as des gens comme toi, comme Piaget, comme Astier, ou comme moi, on n'est pas formaté pour l'école. C'est un exemple que je donne assez régulièrement. J'ai été champion d'haltérophilie quand j'avais 15 ans. Ok. J'étais en 3e, que j'avais déjà redoublé. En sport, je lançais le poids à 50 centimètres. Donc, mon problème, c'était pas le sport, c'était l'enseignement du sport. C'est-à-dire que je ne faisais aucun effort. D'ailleurs, je me suis fait gauler parce que le club dans lequel j'étais était un très très bon club d'haltérophilie. Et ils se sont retrouvés à organiser les championnats UNSS, c'est des championnats scolaires. Et ils m'ont dit, demande à l'école ta licence UNSS parce que tu vas tirer puisque c'est là. Et là, j'étais bien emmerdé parce qu'il a fallu que j'aille voir mon prof de sport et lui dire, voilà, alors, comment il y a, je fais du sport en dehors de l'école et mon club me dit que je pourrais participer au championnat. Le mec, il m'a regardé. Je situe, hein. On est en 81. À l'époque, on portait les cheveux longs, des pulls très très longs et des pantalons un peu larges. On ne pouvait pas voir que j'avais une petite musculature pour un jeune de 15 ans. J'avais des bons abdominaux. Donc, ils se foutent de ma gueule. C'est normal puisque je jetais le poids à 5 mètres. Ils me font mes papiers. La compète arrive et j'ai gagné. Mais j'ai pas gagné. L'haltérophilie est un sport où on additionne 2 épreuves, l'épaulé jeté, l'arraché et l'épaulé jeté. Donc, tu vas soulever 50 kg à l'arraché et puis 75 kg à l'épaulé jeté et ça te fait un total de 125. Voilà. Moi, quand j'ai commencé ma compétition, parce que tu appelles par tranche de poids, d'accord? On met la barre, parce qu'on ne va pas s'amuser à monter, descendre les poids, donc on met 50 kg, 55, 60, etc. Quand j'ai commencé ma compète, tous ceux de ma catégorie l'avaient fini déjà depuis 20 minutes. Donc, j'ai gagné avec 50 kg d'écart sur le second.
Inutile de te dire que quand je suis retourné en cours de gym au collège et que le prof a vu les résultats, il a compris à quel point je me foutais de sa gueule pendant les cours de sport. Donc j'ai passé alors il a plutôt bien pris parce que c'était plaisant pour lui d'avoir quelqu'un qui avait gagné, la médaille, sportive, de l'école, quoi. Donc il l'a plutôt bien pris, hein, après m'avoir fait les gros yeux. Donc il m'a demandé de faire une journée où j'expliquais les mouvements d'haltérophilie et cetera. Donc ça s'est plutôt pas mal passé parce que j'avais voilà, j'ai baissé les yeux et puis bon, je me suis pas excusé, mais voilà. Donc c'est juste pour dire que, voilà, même si tu peux être bon quelque part ou même tu fais croire que tu es mauvais à l'école ou tu passes pour un mauvais à l'école, voilà, il y a un rapport avec l'éducation qui est un peu compliqué, voilà. Mais ça ne veut pas dire que, on soit ou crétin ou super intelligent quand ça se passe pas bien à l'école. Voilà, c'est juste qu'on n'est pas fait pour le système éducatif. Je sais pas quoi ajouter et en plus, Ouais. comme c'est pas moi l'invité, si un jour Mais tu quelqu'un me pourrais! Mais non, mais on peut discuter, c'est un échange. Moi, ah j'aime fran bien échanger, mais si, si, ça m'intéresse, moi. tu sais quoi? Alors, Ouais, je vais balancer un scoop. vas-y, dis-moi. On va bientôt rouler ensemble. Donc OK, on parlera, je vous raconterai mes souvenirs d'école OK. et je vous raconterai comment au collège, j'ai été interdit de redoubler et interdit de passer en seconde, Ah tellement ouais. les gens de la ville où j'étais ne me supportaient plus et du Mmh. coup, j'étais persona non grata, Ah ouais. voilà. Et pour relier, quelques années après, bien quelques années après, il a fallu que je fasse mon service militaire et j'ai été réformé avec mention sur mon carnet: «Inadapté à l'autorité». Ah ouais, moi pareil, P4 moi. Mmh. Mmh. Non, P3 moi, parce que j'ai pas réussi à faire suffisamment le dingo, j'ai été que P3, Ah mais moi c'est mais ouais. Et moi j'avais mais un j'ai background qui m'a aidé. ouais, bah, ça, on va en parler, Ouais, OK. du coup, parce que j'aime les transitions OK, fluides, ça, vas-y, ouais. c'est mon côté fade in et fade out de la musique. Tu as été pauvre, m'as-tu dit? On Oui. en parle ou pas? Si tu veux, j'ai aucun problème là-dessus, hein. Eh ben, vas-y, je t'écoute. C'est-à-dire? Beh, Bah, c'est simple, hein, c'est-à-dire, pas d'argent. tu me dis, «J'ai souffert, Non, j'ai non, j'ai été pas souffert. Ah non, j'ai pas ouais, j'ai souffert, oui, j'ai mangé des cailloux». c'est-à-dire que j'ai vécu dans une famille, violente. Je veux dire, moi j'avais un père alcoolique violent. Je veux dire, voilà, ça arrive à des tas de gens, voilà. Mmh. Donc milieu familial très compliqué, placé pendant 9 mois dans ce qu'on appelait une maison de l'enfance, voilà, donc au milieu d'enfants qui étaient pires que moi. C'est-à-dire, moi j'ai vu des enfants à 9 ans prendre des cuites la nuit parce qu'on était dans un établissement avec des surveillants. Forcément, les mecs, ils dormaient la nuit, les gamins se relevaient parce que c'était un établissement. J'étais sur Toulouse, donc c'était un grand établissement. Je me suis vu aller faire le con avec des gamins qui avaient, moi j'avais 11 ans, donc ils avaient entre 8 et 14 ans, traînés par les gants. On savait par où aller pour entrer dans les cuisines la nuit, et puis ils allaient dans les frigos, et puis et vas-y qui prenaient les bouteilles de 25 centilitres Vinasse, qui étaient pour les éducateurs. Et puis j'ai vu des gamins de 8, 9 ans complètement bourrés, si tu veux. C'est assez, ouais, c'est difficile. Alors c'est pas que pour moi, c'est pour les gamins qui vivaient là, parce que moi je m'en suis sorti finalement, tu vois, j'ai pas de, euh, ouais, je m'en suis plutôt bien sorti. Donc fort de ça, oui, c'est une enfance pas vraiment facile. Après, j'ai fait des choix qui m'ont amené à avoir de grandes difficultés à trouver un travail. Je te le disais tout à l'heure, bah, pas d'autorité, pas de patron, donc en fait, j'ai commencé à travailler à l'âge de 35 ans, quand j'ai monté mon site internet. Donc jusque-là, on vivait avec ma femelle, c'est elle qui ramenait de l'argent. Au départ, quand on était jeunes, on s'est mis ensemble, on avait 20 ans. Hein, donc c'est en 85. À cette époque-là, ben, elle gagnait l'équivalent de 500 euros par mois. Et on vivait à deux dessus. Donc on avait la chance qu'il y ait eu un programme de logements sociaux en plein centre-ville à l'époque. Donc on a eu droit à un logement dans lequel on ne payait pas le loyer, mais en plein centre, donc plutôt bien placé. Donc c'est l'État qui payait notre loyer, etc. Donc on mangeait pas, on notait tous sur nos carnets tout ce qu'on dépensait. Tu vois, le moindre centime, et puis c'est vrai qu'il arrivait à la fin des mois, il restait 2, 3 jours, ben, on mangeait du riz et des pâtes, quoi. Mais on avait du riz et des pâtes. Donc c'était déjà pas mal. Et puis quand j'ai commencé à travailler, ben, je me suis pas payé pendant les 3, 4 premières années. C'est-à-dire, j'ai j'ai toujours été, j'ai toujours eu en tête un principe qui était de ne pas dépenser l'argent que tu as pas. Donc en 37 ans de vie commune, on n'a jamais été à découvert. Je n'ai jamais dépensé d'argent que je n'avais pas. Si je ne pouvais pas me payer un truc, je m'en passais. Donc pendant des années, je me passais de beaucoup de trucs. Avec, c'est marrant parce qu'on va rejoindre rapidement les problèmes de vélo, parce que quand j'ai monté mes vélos en vidéo, qui sont, tu le sais parce que tu as dû les regarder, c'est des vélos très haut de gamme qui coûtent très très cher. Euh, oh putain, le mec, ben ouais, 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 mais moi j'ai vécu quand même à un moment donné où pendant des années, je ne m'habillais qu'avec des vêtements d'occasion donnés.
quand j'étais mouflé, hem, je n'avais rien de neuf à moi. Mes parents n'achetaient que des produits de seconde marque ou de troisième marque qui tenaient jamais la route. Donc en fait, je ne préférais ne rien m'acheter qu'acheter un truc, moyen, on va dire. Donc je me suis passé de tout pendant des années et effectivement, quand je me suis pris d'affection pour la pratique du vélo, j'avais les moyens, je me suis acheté un vélo quoi, le top du top parce que voilà, j'ai vécu beaucoup d'années où je n'achetais rien, jamais, ou le minimum. Je me suis mis à travailler parce qu'on avait des enfants. J'étais père au foyer pendant des années parce que c'était un bon moyen de ne pas payer la nourrice, s'occuper de nos enfants et puis, ouais, je voulais vraiment que, l'un de nous 2, ma femme et moi, nous occupions de nos enfants à plein temps. Il était hors de question de les confier. Donc évidemment que quand on vit dans un monde où c'est terrible, hein, je trouve, tu ne peux quasiment plus vivre avec un seul salaire. C'est-à-dire le scandale de la société actuelle, c'est les loyers. Les loyers, c'est monstrueux. C'est un tiers de ce que tu gagnes. Alors quand tu gagnes 1 000 € par mois, un tiers, c'est 300 balles. Tu vis où avec 300 balles? Donc les gens sont obligés d'avoir 2 salaires. Bah, pour avoir 2 salaires, les 2 doivent travailler et tes enfants, tu les vois pas. Et Mmh. nous, il était hors de question qu'on ne voit pas nos enfants. Voilà. Bah, donc tout ça, c'est des choix qui te, qui t'obligent à compter, à faire attention et à rien acheter et pas dépenser. Voilà, donc à manger, pareil, hein, on a mangé bio, mais pas parce qu'on est des bobos, parce qu'on était pauvres, parce qu'on allait acheter nos légumes et nos fruits au marché, directement chez le producteur, tu vois? Et le truc local, c'était pas une volonté de sauver la planète. C'est juste que c'était un mo c'est et c'est toujours d'ailleurs, parce que ce sont des habitudes. C'est-à-dire que le fait de pas avoir de voiture, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une voiture. Mais on a tellement pris l'habitude de pas en avoir qu'on s'est débrouillé, là-dessus. Donc, l'ouvrage sur lequel j'ai arrêté de bosser, pour Tric Trac avec l'envie de le finir s'appelle, il s'appelle parce que je l'ai toujours en train, il est ouvert là sur si je bouge mon ordinateur, les écrans de mon ordinateur, je vais arriver sur une page qui est ouverte en permanence sur mon écran. J'ai beaucoup de mal à l'écrire. Ça s'appelle Les bonheurs du malheur. En gros, ça raconte comment, avec tout ce qui s'est passé de compliqué, on en arrive à trouver des espaces de bonheur. En fait, je suis très heureux de ne pas avoir le permis de conduire et de ne jamais avoir conduit, par exemple. C'est le malheur de ne pas avoir eu d'argent qui amène à ne pas avoir de voiture et donc finalement, avec la hausse de l'essence, avec tout ça, la planète qui part en couille, bah, finalement c'est bien, tu vois? Donc c'est pas j'ai pas de mal à en parler parce que c'est très, ça enseigne beaucoup de choses. En tout cas, moi ça m'a appris beaucoup de choses d'avoir tout ça, d'avoir eu une enfance difficile, d'avoir manqué d'argent, et d'avoir une vie maintenant, j'ai de l'argent donc je vais pas m'en plaindre et je sais ce que c'est de pas en avoir. D'ailleurs, quand j'ai vendu ma boîte, je ne savais pas très bien vers quoi on allait tendre. C'est ma femelle qui m'a convaincu, qu'il fallait prendre le risque quand elle a répondu à la question que je lui ai posée qui était: «J'ai envie de vendre, j'ai envie d'arrêter. Est-ce que tu pourrais retourner vivre dans 25 mètres carrés avec, 500 € par mois?» Elle m'a dit: «Oui». J'ai dit: «OK, on vend». Je vends. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais, voilà. Mais pourquoi il faut absolument répondre à la question qu'une personne pose? Bah, parce que, Oui, je c'est sais, tu vas me dire parce qu'il y a des règles dans la ouais, société ou dans ouais, les jeux de société, bla 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 parce bla, qu'en fait, mais oh, j'oublie ta question au bout d'un moment. c'est pas grave, on s'en Ah, fout, OK, alors c'est comme parti. si Ouais, la ouais, question était pertinente. Non mais OK, attends, d'accord. mais quelle prétention de ma part de croire que mes questions sont intéressantes? Franchement, si non mais tout de même. Ah, moi, je réponds à toutes les questions sans aucun problème. Très bien. Comment tu as eu l'intuition en 2000 de monter un site internet sur un truc? Hem, Parce que bon, il faut quand même repréciser que dans les années 2000, même si le l'internet était, plus que naissant, mmh mh. et qu'on voyait le début des blogs et tous ces trucs-là, on était quand même, vraiment qu'aux prémices que ce soit le niveau d'équipement informatique ou les vitesses de débit, c'était quand même bon, même si aujourd'hui, les vitesses de débit, c'est toujours pas magique, malgré tout, alors que là, je suis à 2 mètres de la fibre, de ma Mmh. box fibre et toi, tu l'as certainement en plein centre d'Orléans, ça n'empêche Ouais, pas qu'on soit figé de temps en temps. ouais, tout à fait, ouais. Donc comme quoi, Mmh mh, mmh. L'intuition, c'est là aussi, c'est comme je te disais tout à l'heure, hein, il y a pas une, 2, 3 raisons, il y en a 100 et alors, tu es incapable de toutes les voir, mais je t'interromps ouais, une deuxième fois, avant que tu poursuives et je complète ma question avant que tu ne ouais. l'oublies également, comme ça au moins on est sûr d'être totalement hors sujet du début à la fin.
Tu as monté un site internet sur les jeux de société et pourtant, c'était, Oui. merde, je crois attends, tu vas pas me croire, je crois bien que j'ai oublié ma propre question. Oui, c'était pas un secteur qui était dominant à l'époque. Non, c'est comment tu faisais pour concilier une passion qui te permettait de monter un site avec une communauté, Ouais. tout en étant un petit peu ric-rac niveau budgétaire? Alors, c'est plus con c'est Ah, pas tu aussi simple que figé. ça. Tu vois? Moi, par exemple, là, je te vois, tu es figé, tu Ouais. dos en arrière, Alors avec pourtant les je mains fais sous ça. la tête. Et tu m'entends quand même? Ouais, je t'entends, Ah c'est bah, alors c'est magnifique. bien, c'est l'essentiel. Donc, Exactement. c'est un tout petit peu plus complexe que ça. En vérité, au départ, ce n'était pas un site consacré aux jeux de société. Laisse-moi deviner, c'était sur les commerçants de ton quartier? Exactement. J'ai découvert internet parce qu'un pote est parti au Canada et m'a laissé son abonnement internet qui courait encore pendant 2 mois. À l'époque, on était en 99, effectivement, et il y avait pas encore, les réseaux comme maintenant. Il y avait un provider qui était en centre-ville d'Orléans. Tu payais, tu t'abonnais, 3 mois à l'avance, en RTC. Ça faisait ce bruit-là et il part vivre au Canada, il me laisse sa box et je découvre internet. Alors j'avais fait un petit peu d'informatique avant dans mon coin, parce que j'aimais bien les ordinateurs. J'ai eu très tôt des ordinateurs, enfin très tôt, on va dire début des années 90, fin 80, début 90, mais je jouais pas. J'ai découvert la programmation. Je trouvais ça génial de taper Hello World et ça s'affichait à l'écran. Je trouvais ça absolument génial Mmh. et donc j'avais bossé un petit peu sur Minitel avant. J'avais travaillé sur Minitel Rose. Je me faisais passer pour des filles sur Minitel Rose, je te jure. Non, mais Et donc j'avais trouvé ça tu es pas le premier, c'est une ouais, technique encore ouais ultra utilisée aujourd'hui, bien entendu. et j'avais découvert, en fait, ces histoires de communauté et de machin, donc j'avais programmé sur mon Amiga à l'époque des petits trucs sur le Minitel, voilà et donc quand j'ai découvert internet, j'avais quelques compétences d'informatique et je me dis: «Mais putain, ce truc, c'est dingue. Ce truc, le fait de pouvoir aller sur un réseau avec les pages, les» si tu veux, en fait, ce qui me fascinait, c'est que, j'avais senti qu'il allait y avoir tout ce qui allait me plaire, le son, l'image, imbriqué. C'est-à-dire la communication avec les gens, pouvoir faire de la musique, pouvoir faire de la vidéo, même si à l'époque, pour faire de la vidéo, c'était vraiment, tu vois, les images Ouais. étaient grandes comme ça. Enfin bref, je m'étais dit: «C'est un support absolument génial» et je me dis en même temps, arrivaient mes enfants qui commençaient à être un peu grands, c'est-à-dire à un âge où, ben, nous, on s'habillait tout le temps au marché, à la brocante. On allait acheter des vêtements un peu, voilà, recyclés et cetera. Mais les enfants, tu en as, à bout d'un moment, ils veulent des trucs neufs, voilà, ça a des demandes, il faut un cartable. Donc je me dis: «Il faut quand même que je travaille» et donc je me dis: «Qu'est-ce que je pourrais faire?» et je me suis dit: «Je vais programmer un site qui va, parler aux gens de ma région, de ma ville». Voilà. Mais je ne croyais pas du tout à un site qui allait se focaliser que sur les commerçants. Il fallait autre chose pour attirer les gens. Et quoi de mieux que de parler de ce qui me plaît? Je ne parle pas de passion, parce que je ne suis pas un passionné. On pourra en reparler si tu veux de la notion de passion, mais je ne suis pas un passionné. Je fais les choses avec intensité, mais je ne suis pas passionné. Donc, je me dis, je vais faire ce truc, mais je veux quand même parler de tout ce qui m'intéresse. Je modifie ma question, hein. Ouais. Je veux parler de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la musique, le cinéma, le sport, et cetera. Je veux faire de la photo, je veux faire tout ça. Donc, je vais proposer des pages aux commerçants de ma ville qui seraient sur un site informatif où on communiquerait entre nous. Les Orléanais parlent aux Orléanais. J'ai vu ce film, il m'a plu. À l'époque, je faisais du VTT dans un petit club et je m'étais mis en tête, rien n'existait à l'époque, hein, Strava, tout ça n'existait pas. Je m'étais mis en tête de faire les bords de Loire avec mon VTT et de mettre en ligne les parcours intéressants avec des photos. Dire voilà, on passe là, voilà la photo, on passe là, voilà la photo. Tu vois, des trucs comme ça pour qu'on communique entre nous. Et évidemment, j'étais joueur de jeux de société et joueur de jeux de rôle. Et donc, sur ce site, il y avait aussi une rubrique jeux de société, jeux de rôle. D'autant plus que un de mes premiers clients était le magasin de jeux de société, jeux de rôle de la ville d'Orléans. Tout se tient. Puisque on parlait musique, j'avais un client qui vendait des instruments. On parlait jeux, j'avais un client, c'était quelqu'un qui vendait des jeux. J'aime faire de la photo, j'avais un client, c'était un photographe à Olivet qui était pas loin, voilà. Donc c'était assez ça. Ce qui s'est passé, c'est que la partie jeux de société a commencé à déborder. C'est-à-dire que pour parler du jeu de société en France, il n'y avait plus rien, plus de revues. Jeux de stratégie, c'était mort. Il n'y avait aucun média.
Et les pratiquants et le jeu de société, c'était vraiment un truc, en France, il y a 20-25 ans, c'était un truc de niche, vraiment ultra niche. Le jeu, c'était pour les enfants ou alors les échecs parce que tu es un télo ou les wargamers parce que tu es un peu réac et que tu aimes la guerre. Ce qui est totalement faux. Les wargamers ne sont pas des fachos réac. Les joueurs de les wargames, tu es joueur de wargame? Ouais, voilà. J'adore tuer des mecs. Bah oui, mais c'est pas parce qu'on tue des mecs avec des armées qu'on est pour la guerre. Enfin bref. Donc il y avait plus rien pour communiquer. Il s'est retrouvé que comme le net était en train de démarrer avec les newsgroups, etc., très rapidement, des rumeurs ont circulé comme quoi sur le site de la ville d'Orléans, parce que les gens pensaient que c'était le site officiel de la ville d'Orléans, il y a une rubrique cachée où les mecs ils parlent de société. Et donc, tous les joueurs, qui étaient une petite poignée, les ultra spécialisés, les adultes joueurs ultra spécialisés, qui achetaient leurs jeux à l'étranger et qui les traduisaient eux-mêmes, parce que le marché était en Allemagne, aux États-Unis ou en Angleterre, se sont retrouvés sur mon site à discuter. Il se trouve que parmi ces gens, il y a eu des auteurs de jeux et des éditeurs de jeux. Parmi ces éditeurs, il y avait des gens qui avaient une vision entrepreneuriale de ce que devait devenir le secteur pour qu'il soit efficace. Et comme on était une petite poignée, on s'est tous très vite rencontrés les uns les autres. Et on a vite discuté quoi, comment, pourquoi. Donc tu avais la conjugaison de mon site, qui très rapidement a été obligé d'extraire la partie jeu de société pour en faire un site unique. Pour être tout à fait clair, j'ai rencontré le patron d'Asmodée. Je ne sais pas si tu sais qui est Asmodée. Asmodée est la plus grosse entreprise consacrée aux jeux de société à l'heure actuelle en Europe, en France, en Europe, et probablement la deuxième du monde. C'est une énorme structure. 75% des jeux qui sortent à l'heure actuelle sur le territoire français, c'est Asmodée. À l'époque, c'était 5 personnes, il y a 25 ans. J'ai rencontré ce gars qui m'a expliqué dans un bon restaurant écoute, nous, on aime beaucoup ce que tu fais, on aime ton média, on aime Internet, mais bon, il faudrait que tu en occupes beaucoup plus que ça parce que moi, je passais mon temps à gérer ce bout de site, mais à m'occuper des commerçants d'Orléans, c'est eux qui me finançaient. D'accord? Et il me dit, tu vas voir à quel point je suis bon en négociation, hein. Il me dit, il te faut combien pour t'occuper que de trick-track? Alors je suis là, je calcule, je me dis, putain, faut pas que je merde, hein, faut vraiment pas que je déconne. Je dis, attends, je calcule, il me faut 500 € par mois. Il me regarde, il fait, ok, je te donne 1000. C'est mon dernier mot. Je dis, putain, 1000. Wow. Dans ma petite tête, j'ai pas fait ça en vrai. Je fais, ah, ouais, 1000, d'accord. Tu vois. Et donc, en fait, le mec, comme il avait besoin d'un média, en plus, un média libre, c'est-à-dire que ce type, en me donnant 1000 €, c'est-à-dire qu'il voulait de la pub. Il s'en foutait. Il voulait juste de la pub. Ce qu'il voulait, c'est que un média parle du jeu et que les amateurs de la pratique ludique se répandent pour dire à quel point le jeu c'est bien. Tu vois? Pour que les gens se disent, mais putain, jouer c'est cool. Lui, dans sa tête, il se disait, OK, tout le secteur va en profiter, y compris mes concurrents. Mais, on peut considérer ça comme un manque d'humilité. Mais, si je suis malin, je m'en sortirai mieux que les autres. C'est-à-dire que je vais utiliser, je vais, je vais financer une petite partie de ce truc. Alors, rapidement, hein, 1000 €, ça n'a jamais été suffisant parce qu'après, j'ai eu un employé, 2, 3, je suis monté jusqu'à 10 employés. Donc, il a fallu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les autres éditeurs, au bout d'un moment, quand ils ont vu à quel point ça commençait à grossir, ils ont tous voulu participer pour être présents. C'est-à-dire que le type, en fait, il a insufflé l'envie et le besoin et tout le monde voulait être présent. Donc très rapidement, ça a commencé à rapporter 2000 €, 3000 €, 5000, 15 000, 20 000. Et moi, ce que je faisais, c'est que je me payais, certes, mais dans un souci de développement, bah, tout l'argent que je gagnais, j'investissais dans le matériel vidéo, dans le matériel audio, j'embauchais des gens pour les compétences qui me manquaient, par exemple. Bah, moi, je suis un joueur de jeux de société spécifique, cube en bois, ressources, trucs, tableur Excel, tu vois, où tu fais de la gestion. Je n'y connais rien en wargame, par exemple, ou en party game, donc j'embauchais des gens qui étaient plus spécialistes de ça. Voilà. Donc, en fait, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, c'est une conjonction de plein de micro-éléments qu'on fait que je me suis retrouvé à gérer cette communauté. Et toujours avec ce sacro-saint état d'esprit qui est je fais ce que je veux, comme je veux. Alors évidemment, je
je propose les choses pas avec cette violence. Je regarde pas le gars, il fait, tu sais, je ferai ce que je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un état d'esprit qui consiste à dire, tu me dis blanc, je vais dire noir, tu me dis noir, je vais dire blanc. C'est-à-dire que quand on m'explique quelque chose, j'écoute, je vais essayer de prendre ce qui m'intéresse, mais s'il y a un truc qui passe pas, je vais donner mon point de vue et des arguments. Et quand j'ai une idée et que je veux faire quelque chose, je vais donner un maximum d'arguments. Parce que moi, avant, j'ai raisonné. Et si tu es pas d'accord, je veux des arguments qui démontrent ce que je dis. Si tu n'en as pas, ça marche pas, je m'en fous. Tu vois? Donc, quand tu rencontres des gens qui pensent comme toi ou qui ont eu des idées en commun avec toi, c'est-à-dire typiquement le gars d'Asmodée, on n'avait pas la même vision du monde, mais sur une partie de la vision du monde, on était comme ça. Donc, bah, ça se faisait. Lui, il a compris comment je marchais. Moi, j'ai compris comment il marchait. Ce type, très rapidement, m'a dit cette phrase. De toute façon, tu es parmi les gars les plus dangereux du monde. L'argent n'a aucune prise sur toi. Donc, on avait une relation qui était basée sur ça. Le type, il savait, il connaissait mes limites, il savait ce qu'on pouvait me dire, pas me dire. Moi, je connaissais les siennes, je connaissais ses compétences que je n'avais pas, des compétences entrepreneuriales. Donc, j'observais ce qu'il faisait, comment il faisait, je l'écoutais. Il me disait des trucs, je lui disais des trucs, et puis on avançait. Et en fait, malgré toutes les critiques qu'on a pu avoir pendant ces 18 ou 20 ans, où je dirigeais le Bousin, euh, on était libre et la communauté a adhéré, à part quelques. Forcément, on faisait 6 millions de visites par an sur 6 millions de visiteurs uniques. Hein. Tu as toujours un pourcentage de gens qui ne sont pas contents. Voilà. Mais en fait, on avait une vraie liberté, on faisait ce qu'on voulait. C'est comme ça que je me suis trouvé par erreur et par hasard à gérer une communauté. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai développé ce site, ça m'amusait. Et puis à un moment donné, ça m'intéressait plus. Mais la vision entrepreneuriale, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça fait d'être un vrai patron avec des employés? Qu'est-ce que ça fait d'avancer de grossir? Quels sont les éléments? Comment ça peut marcher? Quelles sont mes limites? Est-ce que je peux le faire? Tu vois, c'est pour ça que je dirais, par tranche de 5 ans en 5 ans, je repoussais l'échéance de me barrer parce qu'il y avait toujours un truc intéressant à choper. J'ai beaucoup appris en fréquentant ces gens. Alors, certaines entreprises ont disparu, d'autres sont devenues de petites entreprises, de moyennes entreprises, et puis Asmodée, une très très grosse. Donc, tu apprends beaucoup au contact de tous ces gens. Voilà. Et ben voilà, c'est super. Bah, de Moi, rien. bah, c'était drôlement intéressant. Bon, cela dit, je note quand même que pour l'année 2000, enfin en tout cas pour les prémices de l'année 2000, ce qui est très rigolo, c'est de voir que vous êtes plusieurs à avoir pris la même Ouais. trajectoire, et notamment Elon Musk, parce que quand Oui. on parle de PayPal, de tout ça, eh bien initialement c'était exactement ça, c'était un site de mise en relation de commerçants, Mhm. juste pas basé au même endroit, et d'ailleurs si les gens allaient un petit peu plus souvent à San Francisco, ils seraient étonnés de voir à quel point Orléans et San Francisco se ressemblent. Mhm. C'est gentil. Surtout le sud de la ville d'ailleurs, hein, qui est beaucoup plus bordé de palmiers et de délicats Ouais. peupliers, mais pas le reste. C'est pas beau. Le vélo dans tout ça, Ça m'est tombé dessus par hasard. très bien. En, en fait, j'ai toujours aimé faire du sport. Et ça m'a pris, bah, je te le dis, avec l'haltérophilie quand j'avais 14-15 ans, parce qu'en fait, j'étais chétif jusqu'à 13-14 ans, j'étais chétif, j'étais un petit gars, voilà, pas de muscle, rien. Et je voulais un peu prendre du volume. Et il s'est trouvé qu'au bout de ma rue, il y avait cette salle d'haltérophilie, qui était une très grande salle d'haltérophilie, le Cercle Michelet à Orléans. Il y avait Mmh. des gens qui faisaient les Jeux Olympiques, etc. Donc de très gros athlètes. Et je dis j'étais chétif parce que mes potes du quartier où j'habitais étaient plus âgés que moi et plus costauds que moi. Et donc j'ai été entraîné par eux dans cette salle d'haltérophilie. Alors je parle d'haltérophilie, pas de la muscu, hein, c'est le sport Mmh. olympique. Voilà. Et j'ai eu de la chance. Au bout de très peu de temps, dans ce club, qui était mené par un homme qui était un poids lourd et qui n'avait Dieu que pour les poids lourds, il y a eu une compétition au bout de 3 mois d'inscription dans cette salle. Et je me suis retrouvé à faire la compète et j'ai soulevé la même chose que mes potes, qui étaient plus vieux que moi et plus gros que moi. Et comme c'est un sport à catégorie de poids et d'âge, du coup, je me suis retrouvé, boum, vraiment classé tout de suite deuxième Mmh. série. Tu as quatrième, troisième, deuxième, première, nationale, internationale. Voilà. Tout de suite deuxième série, mes potes étaient quatrième série. Parce qu'il s'est trouvé que l'haltérophilie est un sport de force, certes, mais c'est un sport extrêmement technique, vraiment très technique. Et j'ai compris la technique tout de suite. C'est-à-dire, j'ai compris tout de suite qu'il fallait passer la barre le plus près du corps, avoir un mouvement rapide. Et tu le vois quand je parle, je suis assez vif et nerveux.
Donc, c'était pour moi. Et cette période, j'en ai fait pendant 1 an et demi. J'ai été champion régional, champion académique, etc. J'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de mon corps, les muscles, etc. Et sur comment prendre soin de ton organisme. J'ai fait de l'haltérophilie à un âge où tu prends du poids très vite. Surtout avec soulever de la fonte, tu as la masse musculaire qui déborde. Et donc, j'ai dû gérer mes passages de poids parce qu'en haltérophilie, il vaut mieux être à la limite de sa catégorie. Si tu as une catégorie qui s'arrête à 50 kilos, il vaut mieux faire 49,9, tu vois, que 50 kilos 500. C'est un peu con, ça. Donc, j'ai appris à gérer mon poids. Donc, toujours à raisonner calories, machin, d'où mon affection pour les capteurs de puissance et tout ça sur les vélos. Voilà. Et donc, j'ai toujours fait très attention à mon organisme. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à avoir du muscle, je me sentais bien, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, j'étais vraiment à l'écoute de mon corps. Tu rajoutes là-dessus le fait que j'avais un père qui était alcoolique, qui fumait comme un pompier, qui prenait pas soin de son corps. Donc, j'avais une obsession comme ça de ne pas avoir de saleté dans mon organisme. Pas de fumée, voilà. Donc, j'ai toujours fait attention. Et dans ma tête, depuis toujours, je m'étais dit, c'est peut-être un peu con à comprendre, hein, mais tu ne dépasseras jamais les 75 kilos. C'était une fixette dans ma tête. Voilà. Ça sera un événement pour t'expliquer pourquoi je suis revenu au vélo. Parce que je suis revenu au vélo il n'y a pas longtemps. Parce qu'il se trouve qu'en tant que père au foyer, on fréquentait dans les années 90, et tu dois t'en rendre compte toi avec tes enfants, au bout d'un moment, tes amis, les gens que tu fréquentes, ce sont les parents des amis de tes enfants. Et donc nous, on avait plein d'amis qui étaient les parents de nos enfants. Les parents des amis de nos Oui. enfants. Et il se trouve que, en tant que père au foyer, je m'occupais beaucoup de mes enfants. On avait une petite cour là où on était avec plein d'enfants. Et donc, en fait, tous les enfants venaient chez nous tout le temps. Alors, il y avait toujours une petite appréhension parce que, en tant que régulièrement le seul père à la sortie de l'école, les mamans me regardaient toujours à un air bizarre. Quand les enfants disaient maman, je peux aller chez Zoé. Zoé, c'est ma fille aînée. Hein. Zoé, c'est qui? C'est elle. Et elles me voyaient aux mains de la petite Zoé. Elles avaient un peu des doutes. J'ai toujours les sourcils comme ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que je ne parle jamais aux gens, sauf si on m'adresse la parole. Une fois qu'on m'adresse la parole, tu vois, tu me parles, je te parle. Mais si tu ne me parles pas, je ne te parle pas. Voilà. Donc, c'était toujours très délicat. Et donc, parmi ses parents, un jour, il y en a un qui vient à la maison déposer sa gosse. C'était un mercredi, donc ma femme, elle ne travaillait pas. Et je le vois avec un VTT. Et il me dit, je lui dis, mais tu fais quoi là? Il me dit, je vais faire du vélo en bord de Loire. Je dis, je peux venir. Il me dit, bah ouais, viens. Et j'avais un vélo. Alors, j'avais un vélo que j'avais trouvé aux Emmaüs, qui faisait, je pense, 32 kilos, avec des freins un peu pourris. Mais j'y vais. Donc, je le suis et on se fait 40 kilomètres. Tu vois, on part d'Orléans, on va à Jargeau, on traverse le pont, on revient de l'autre côté, bord de Loire, 40 kilomètres. Mais j'ai trouvé ça, mon pote, tellement génial. Le lendemain, j'y suis retourné tout seul. Le jeudi, je dépose mes enfants à l'école, je prends mon vélo et je me tape les bords de Loire. J'avais 32 ans à peu près. Va. Putain, je dis, mais c'est trop énorme ce truc. Le samedi, il m'appelle, il me dit, ouais, je vais faire du vélo avec un pote. Est-ce que tu veux venir? Je dis, ouais, j'arrive. Je prends mon vélo et là, je découvre un pote qui s'appelle Gérald. Il venait d'avoir un vélo tout neuf, un Décathlon flambant neuf, un vrai vélo. Et voilà qu'on part. Et le Gérald sur son vélo, il faisait de la course à pied en plus. Donc, et moi derrière, j'en chiais comme des ronds. Enfin, j'en chiais vraiment. Mais j'étais dans les roues. Et à un moment donné, il me dit, tu veux essayer mon vélo? Je dis, ouais, mais bien sûr. Je monte sur le vélo, mon pote. Je pars. Je fais 2 kilomètres, je me retourne, je fais, mais ils sont où? Je fais demi-tour et je vois l'autre à qui j'avais prêté mon vélo. Donc, la langue qui pendait, il me fait, mais comment t'arrives à me suivre avec ça? Comment t'arrives à me suivre? Je dis, bah, j'ai forcé, quoi. Je repasse son vélo et là je remonte et là je me rends compte de la différence monstrueuse. À l'époque, je jouais à Magic l'Assemblée. Je ne sais pas si tu connais Magic l'Assemblée. C'est un jeu de cartes à collectionner qui venait de sortir et je faisais beaucoup de tournois de Magic l'Assemblée. Et je gagnais pas mal de tournois de Magic l'Assemblée. C'est un jeu où il y a des raretés dans les cartes. Tu as des cartes rares, des cartes peu rares et des cartes communes. Et je faisais beaucoup de tournois et je gagnais beaucoup de cartes. Des boîtes, on m'offrait des boîtes, je les ouvrais. Et j'avais optimisé mes paquets de cartes. J'avais des classeurs avec plein de très bonnes cartes. Et un jour, je fais un tournoi à Paris, après avoir essayé le vélo du gars, etc. Je monte faire un tournoi à Paris. Et ils annoncent qu'ils interdisent, parce que les règles changeaient au fur et à mesure qu'on trouvait des combos, ils interdisent tous les doubles terrains. Et j'avais tous les doubles terrains.
Et ça me fout en colère. Je me dis: «Putain, fais chier, j'en ai chié pour avoir mes doubles terrains, les interdits, ce jeu commence à me casser les couilles» et je me dis: «Je vends mes cartes» et on est en 96 peut-être? 96-97. Je vends toutes mes cartes, je récolte 5 000 francs de l'époque, donc c'était pas mal, hein. Tu imagines, hein, je vais chez Decathlon et je m'achète le top du vélo, VTT qu'ils avaient. Un Rock Rider 740, je crois, un truc comme ça, orange avec une fourche. Et là, c'était parti. Tous les jours, je sortais. J'ai fait 10 000 km de VTT sur les bords de Loire et dans la forêt en un an. J'avais été acheter mon premier capteur de fréquence cardiaque. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, on était en 96-97. Je vais acheter mon petit capteur. Je mets mon capteur aux sorties du magasin, je mets la montre là, et puis je vois, il m'affiche 52 pulsations. Et d'un seul coup, il me met 132. J'étais tellement excité d'avoir un vélo et un cardio-fréquence-mètre que mon cœur, il est monté à 142 pulsations. Donc, avec ce vélo, j'ai fait des tonnes de randonnées. J'ai participé aux 24 heures VTT d'Orléans 2 fois, je crois. Une fois avec les pompiers de Paris. Ça, c'était assez rigolo. Les mecs, c'est des fous. En ville, les pompiers de Paris, c'est des fous avec leur vélo. Surtout que je suis un peu trouillard, moi, à vélo. Et puis, je me suis mis à bosser. C'est-à-dire, on est en 97-98. Je me dis, il faut que je trouve un boulot, enfin, il faut que je crée mon boulot, je crée ma boîte, monte mon site, et j'allais de moins en moins faire de vélo, parce que quand je fais un truc, je le fais à fond. Et en fait, on m'a volé mon vélo, mon Rock Rider, et je me suis dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, je suis trop occupé à travailler. Donc j'ai bossé, j'ai arrêté le vélo, j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis acheté un vélo de route, parce qu'avec mon VTT, en fait, c'est là que j'ai découvert la route, j'avais monté des slicks. J'en avais marre de le nettoyer. Vraiment, je sortais 2 fois par jour parfois. Je partais le matin, je faisais mes 60 km. Le pote me disait, ah, je sors cet après-midi, j'y allais. Donc je roulais beaucoup. Et je le nettoyais à chaque fois, ça me faisait chier. Donc j'avais acheté des slicks et j'allais rouler avec mes slicks. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'allais avec le groupe du Cheval Rouge, c'est le groupe avec lequel je vais à l'heure actuelle. Donc les mecs, c'est des routiers, quoi. C'est les routiers. On était en 97-98. J'avais mon VTT. C'était un Rock Rider. Imagine, les mecs en VTT, ils avaient tous des Cannondale. Donc le Rock Rider, sur la route, ils avaient tous des vélos de route, tu vois, super sophistiqués. Donc moi, j'avais un VTT, Decathlon, avec une suspension à l'avant. Il n'y en avait pas à l'arrière à l'époque, ça, c'est un semi-suspension à l'avant. J'avais un casque, personne n'en avait. Et j'avais du poil aux pattes. Les mecs, leur seul objectif, c'était de me lâcher. Systématiquement, quand j'arrivais avec la sortie du cheval, les mecs, 35, 36, 37, 39, 40, 42 km/h. Et moi, parce qu'à l'époque, j'avais pas un 53 dents. Je voulais les jouer, mais jamais ils m'ont lâché. Bon. Mais j'avais tellement apprécié ces sorties sur route que dès que j'ai commencé à avoir un peu d'argent, en 2001-2002, je me suis dit, je vais m'acheter un vélo. Voilà. Je me suis acheté un Carbone, j'ai toujours un Giant Carbone. Et en fait, j'ai fait 50 ou 100 km avec et j'ai laissé tomber. Jusqu'au jour où je reviens à la petite anecdote de tout à l'heure, je me pèse, parce que j'ai cette tendance depuis 1981 à me peser quasiment tous les matins. Et un jour, je me lève, je me pèse et je vois sur la balance 74,9 kg. Et je me dis, c'est pas possible, tu vas atteindre les 75 kg, qui était la barrière mentale que je m'étais fixée. Et donc, je me suis dit, il faut que je reprenne le sport. Et j'ai repris le vélo, la course à pied et le vélo. Et en fait, comme j'avais ce vélo de route, le Giant, j'ai été rouler sur les routes d'Orléans, hein, au sud de la Loire, puisque tu connais la région, tu as dû faire, hein, voilà, vers Olivet, Ardon, Joué-le-Piotier, tout ça là-bas, hop, donc des kilomètres et des kilomètres. Très rapidement, j'ai rejoint le groupe du Cheval Rouge. Et puis, même si un paquet ont du mal à l'admettre, la qualité du vélo, ça compte. Et même si j'avais un super vélo carbone, mais il avait quand même plus de 15 ans, il avait du mal. Et un jour, j'ai pété la poignée. Et je suis passé chez Pilorget, donc le magasin d'Orléans, et je les connaissais pas. Je dis voilà, moi mon vélo là, j'ai pété la poignée. Vous pouvez me la réparer? Il me dit oula, c'était un 10 vitesses ou un 9 vitesses, tu vois, donc il me dit oh, il n'y a plus rien de compatible. On va essayer de trouver. Je dis mais combien de temps? Il me dit voilà, il y a peut-être pour un mois. Je dis ah, quoi, un mois sans faire de vélo? Déjà ça, tu vois, j'avais vraiment besoin d'en faire. Et je pouvais pas attendre. Et il y a Giant qui sortait le Propel. Donc c'était, tu vois, il y a quoi, je sais peut-être 7 ou 8 ans. J'ai passé des coups de fil dans tous les magasins alentours et ils en vendaient un à Paris. Donc j'ai foncé à Paris en train, j'ai acheté le Propel et je suis rentré à Orléans et j'ai roulé avec mon Propel et c'est là qu'un gars m'a proposé de faire des courses.
en me disant: «Putain, tu roules pas mal, ça serait bien qu'on fasse, tu viennes dans le club, on va monter une petite poignée de vieux», parce qu'on est, là, j'avais peut-être 47-48 ans à ce moment-là, ouais, ouais, c'est ça, 48 ans, 49 ans, pas loin des 50. Il me dit: j'ai envie de faire des courses, mais une petite équipe, comme ça, on est ensemble». J'ai dit: «Ouais, ça tombe bien parce que moi, j'ai pas de voiture, donc pour aller sur les courses, il faut m'amener». Et donc, j'ai fait 1 an et demi de courses avec ces gars-là. Et très rapidement, ça m'a amusé au départ, comme toujours. Je fais un truc, je découvre. Mmh. Mais à ma deuxième course, il y a un mec qui a mis un taquet dans la gueule de l'autre à plus de 40 km/h. Je dis: «Oula, attends, là, mon gars, on est dimanche. On est là pour s'amuser, tu vois, pédaler, se faire plaisir. Je suis pas là pour me prendre un coup de poing dans la gueule». Alors, les probas pour qu'on m'en donne un mois sont assez réduites. Les mecs qui se parlaient, il y en a un qui a dit un truc, ça n'a pas plu à l'autre, il a mis un taquet. Mais je me suis dit: «Putain, c'est un peu violent, quoi». Et puis surtout, à la première course que j'ai fait, je me suis fait peur. Parce que c'était une arrivée légèrement en côte, tu sais, une espèce de pont d'autoroute. Et en fait, la seule chose où je suis à peu près correct sur un vélo, c'est envoyer de la puissance pendant 50 ou 100 mètres dès que ça monte un petit peu. Voilà. Donc je Ce me qui suis est dit, c'est une arrivée pour moi. ce qui est quand même très, très étonnant quand on vient de l'haltérophilie. Alors Oui, ça, voilà, c'est un je crois truc, que j'ai gardé mes fibres rapides. ça, c'est un scoop, Voilà. j'espère que tu en as C'est d'autres des comme ça, non, hein. mais non, j'en ai d'autres après si tu veux. Donc, je savais Merci. que j'avais cette petite compétence-là encore. Et donc, on fait plusieurs tours, c'est un critérium. Là, tu tournes dans le patelin, ça fait une boucle de 5 km. Et je me dis, putain, le dernier tour, c'est pour moi. Et je me place dans les 10 premiers, parce qu'on m'avait dit qu'il faut être dans les 10 premiers. Sauf que dans le virage, le mec qui est devant moi, il freine. Donc, je freine aussi. Et je me retrouve au milieu du groupe. On est 25 ou 30. Et je suis là, je dis, putain, il reste 1 kilomètre avant c'est tout droit, 1 kilomètre Mmh. droit avant le petit pont. Et là, je pédale, je pédale, je pédale. Je me dis, putain, je vais me faire niquer, je vais me faire niquer. Et mon cerveau a débranché, ce que je fais jamais. Et j'ai joué des coudes. J'ai mis un petit coup de coude, donc ça s'est poussé. Et je suis parti, mais à fond les manettes. Et en fait, j'ai doublé les 25 coureurs et je suis fini troisième. Et s'il m'avait rajouté 10 mètres, je le faisais. Donc j'étais content, si tu veux. Mais je me suis dit, putain, mec, t'as 50 ans. Ce que tu viens de faire, c'est complètement con. J'ai une entreprise, j'ai des employés, je me vautre là. 15 jours après, je partais sur un festival. Enfin, je peux pas. Enfin, c'est débile. Ça me mettait dans un état qui était débile. D'autant plus que la compétition, je l'avais en permanence quand je jouais à des jeux de société. Parce que je disais tout à l'heure, la moindre des choses, quand tu joues à un jeu, c'est d'essayer de gagner, par respect pour tes adversaires. Mais un jeu de société, c'est son danger. Alors que là, le vélo, je me suis dit, mais t'es complètement débile. Donc évidemment qu'après, toutes les courses que je faisais, en fait, j'étais le bon équipier. Voilà. Je tirais mon pote, je bouchais les trous quand il fallait boucher les trous, quand les mecs ils faisaient des attaques. Tu vois, je partais comme un malade au départ. Enfin, Mmh. il en a gagné 2 comme ça, de manière stratégique, un peu moins violente. Donc j'ai fait des courses pendant 1 an et demi. Et puis après, je suis assez féru de technologie. Le vélo m'a plu tout de suite. C'est-à-dire que le type d'effort m'a plu. T'es porté, tu t'abîmes pas. La course à pied, je me suis fait je me suis en fait niqué un ménisque. Parce que je cours en bord de Loire, je ne sais pas courir, hein, je cours comme une merde. Mon cœur, en plus, il monte tout de suite. Il atteint des pulsations ingérables. Alors qu'à vélo, même si ça monte, je peux récupérer. Et donc, le vélo m'a plu tout de suite dans l'effort. Et puis, dans le groupe, des gens ont commencé à me parler. Et les gens qui ont osé me parler, parce que toujours pareil, je dis, moi, je parle à personne, c'est des gens que j'ai trouvé sympathiques. J'ai vécu quelques expériences étonnantes qui sont que ce que j'aime particulièrement dans la pratique du vélo et ce que j'ai aimé dans la pratique en groupe, c'est qu'en fait, quand tu fais du vélo en peloton, t'as plus le costume social. C'est-à-dire qu'on est tous avec des tenues bariolées, des logos à la con. Le seul élément qui peut te rappeler, et encore il faut s'y connaître, un niveau social, on va dire, ou un certain côté argent, c'est le prix de ton vélo. Bien que j'ai rencontré des gens qui avaient des salaires pas mirobolants et qui avaient des vélos à 6, 7, 8 ou 10 000 euros. C'est-à-dire que tout dépend de ce que tu fais de ton argent après. Mais au-delà de ça, tu as des gens, ils ont un casque, ils ont des tenues bariolées, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas si le mec il est comptable, tu sais pas s'il est ingénieur, tu sais pas s'il ramasse les poubelles, tu sais pas ce qu'il fait le type. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Le type qui m'avait demandé de faire des courses, en fait, en allant à la réunion du club, parce qu'il fallait être dans le club, en l'écoutant parler, je me dis, mais ce mec, en fait, il fait pas du vélo dans la vraie vie. Il avait un discours de mec qui court à pied. Tu sais, quand un mec qui court à pied, il te dit 3,30 du kilomètre. Tu vois. Et en fait, je l'écoute parler. Je lui dis, mais tu cours à pied? Il dit, ouais, ouais, je cours à pied. Il me dit, mais je cours de manière un peu particulière.
Je fais des longues distances. Je dis: «Ah bon, tu fais le marathon?» Il me dit: «Non, non, 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 je fais de longues distances». Et j'ai dit: «Ah bon, c'est quoi?» Il me fait: «Je fais des 100 kilomètres ou des 24 heures». Je dis: «Oh putain, des 24 heures?» Moi, je savais pas que ça existait. Je dis: «Mais tu cours combien en 24 heures?» Il me dit: «Ah ouais, moi j'ai un record personnel à 264 kilomètres». Alors quand tu as un peu couru, tu dis: «Bah attends, 10 kilomètres heure, 24 heures, c'est 240 kilomètres. Le mec, il fait 264 kilomètres en 24 heures. Il court à 11 kilomètres heure de moyenne pendant 24 heures. C'est de la folie. Enfin, je sais pas si tu cours un peu à pied. Enfin, c'est assez fort. Et donc, ça m'a fasciné. Et ce type, tu le voyais pas sur le vélo, que c'était un mec en fait qui venait de la course, qui avait un très très haut niveau. On a parlé des raisons pour lesquelles il est arrivé là. Pour ceux qui nous écoutent, Jean-Marc Bourdus, il s'appelle. Et en plus, la première fois que je l'ai vu, où on a parlé de ça, c'est la première fois que je le voyais habillé. Enfin, pas que je le voyais nu avant, attention. Je le voyais habillé en civil. Le type petit costard, en fait, il était, je sais plus comment on appelle ça, dans un collège professionnel, tu sais, le mec qui dirige tout le monde là. Tu sais, Proviseur. proviseur ou un truc comme ça. Ça se voyait pas. Tu sais, petit, sec. C'est assez rigolo. J'ai adoré ça. Et donc, il y a plein de gens qui sont venus me parler comme ça. Et j'ai trouvé plein de gens sympathiques. Donc, ça m'a aidé à apprécier la pratique de la bicyclette. Et puis après, je me suis mis à faire des vidéos parce qu'on va peut-être y venir à un moment donné. Là aussi, c'est totalement par hasard. C'était pas mon intention. Enfin, c'est le confinement qui m'a poussé à faire des vidéos. Ma première vidéo sur le vélo, c'est une vidéo sur Swift. Parce qu'en fait, il fallait que je fasse quelque chose, que je fasse du montage, que je perde pas la main, je pouvais plus sortir. Enfin bref. Et j'ai été surpris de l'impact que ça a eu. Tu es beau parce que tu as Dieu qui envoie de la lumière derrière toi. Tu es magnifique. Je sais, merci. Tu as un œil, on dirait Iron Man. Tu sais, le truc qui brille. Donc, les vidéos sont arrivées par hasard. Et la pratique du gravel aussi. C'est qu'en faisant des vidéos sur le vélo, je me suis mis à me dire, mais tiens, comment ça se fait que les gens viennent voir mes vidéos? Qu'est-ce qu'ils aiment dans mes vidéos? Qu'est-ce qui existe sur les vidéos? Qu'est-ce qui existe en vidéo sur le vélo? C'est comme ça que j'ai été découvert toi. Non, toi, je t'ai découvert quand on s'est vu à Angers. Que j'ai découvert des gens comme Julien Rabier, enfin tout un tas de mecs et des Américains. Et avec les Américains, bah, j'ai découvert la pratique du gravel. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois. Et bah, j'ai trouvé ça absolument génial, la pratique du gravel. Ça m'a apporté un truc qui commençait à me manquer dans la pratique du vélo sur route. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au vélo. Et le vélo m'apporte vraiment, vraiment beaucoup. Il m'apporte beaucoup au niveau intellectuel, parce que quand je suis sur mon vélo, j'y allais beaucoup au moment de la passation de mon entreprise. Parce que quand j'étais sur mon vélo, je ne regardais pas mon téléphone. Quand j'étais sur mon vélo, j'étais pas en train de surfer sur Internet à vérifier tout ce qui se passait, tout ce qui se disait. J'étais 3-4 heures libre. Tu vois. Et comme je suis en plus une quiche en pilotage, moi je suis le mec, je peux pas enlever ma veste en pédalant. C'est impossible. Mmh. Je ne sais pas faire. Donc je suis pas du genre à vraiment sortir, tu sais, quand on est à 40 à l'heure sur la route, mon téléphone pour. Donc j'étais vraiment 3-4 heures coupé du monde. Du monde de mon travail. Voilà. Mmh. Et ça me permettait aussi de réfléchir à des choses, d'imaginer des trucs. Toi, je suis joueur de jeux de rôle, j'imaginais des scénarios, j'imaginais des machins. Voilà. Donc c'est vraiment une pratique qui intellectuellement me satisfaisait beaucoup. C'est aussi une pratique qui, physiquement, me satisfaisait beaucoup. On dépense sur les sorties de 3 heures, tu commences à taper dans les calories, donc c'est plutôt bon. Au niveau cardiaque, c'est parfait. Euh, Au niveau relations humaines avec les autres, pareil, c'est plutôt pas mal. Je préfère maintenant les relations que je peux avoir avec le gravel, que je trouve beaucoup plus. Ça, tu communiques plus facilement avec les gens sur le gravel parce que tu t'arrêtes, parce que voilà, parce que tu vas beaucoup plus souvent sur des routes que tu connais pas. Là, je fais beaucoup de vélo sur route, hein, je fais beaucoup de kilomètres, mais sur la route, c'est vraiment de l'entretien physique, on va dire. Tu vois, c'est pour la forme, c'est pour le fond. Tu vois, alors j'aime bien aller vite. Hein. J'aime mon tarmac, mon vélo, c'est une tuerie, j'adore ce vélo. Mais dans la pratique du gravel, je trouve d'autres choses, d'autres éléments. Voilà. Donc j'aime le vélo pour tout ça, pour tous ces micros aspects en fait. Voilà. Allô? Dieu me parle? Ah, je crois que le temps d'un instant, j'ai cru que j'avais perdu l'usage de la parole à force Ah, de pas l'utiliser. ah ouais, vas-y. Ah, moi je peux parler pendant des heures. Hein. Ah non, mais moi ça me va, ça Ok, me va, ça me va. Tu sais, les gars comme toi, j'en ai eu quelques-uns ici et c'est très, très reposant pour moi, ok. parce que ça me donne l'occasion de faire mon petit spectacle au début de l'épisode et puis après de me la couler douce et de laisser, les extravertis s'exprimer et moi ça me convient parfaitement.
Alors j'aimerais juste placer une petite blague privée Vas-y. sur les proviseurs parce que effectivement certains sont des personnages extrêmement bizarres Mmh. et la cible de cette vanne non dissimulée se reconnaîtra aisément. OK. Voilà. Bon, Bonjour à lui. exactement. Petit détail, le cheval rouge, quand j'habitais à Blois, Hein, hein. parce que j'ai habité 4 ans à Blois du coup, donc quand tu dis que je connais bien la région, Ouais, tu as ouais. parfaitement raison. On m'a toujours dit: «Si tu veux risquer ta vie, eh ben, tu vas rouler au cheval rouge». Eh bien, c'est faux parce que en vérité, je le dis souvent, hein, c'est un groupe qui roule vite, c'est sûr. Oui. La moyenne est très élevée, mais elle roule vite pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un gros peloton, hein, on est entre 10 au minimum jusqu'à parfois 70-80, donc c'est un gros peloton et un peloton, ça roule vite. Mmh. Surtout que ce peloton, quand il est composé de gens en forme et il y en a un paquet dans la région, ils sont devant, ils te tirent, Oui. donc ça roule vite. Donc si tu es pas à l'aise, évidemment que faut pas venir. Moi, je sais Mmh. que c'est ou devant ou derrière, jamais au milieu, parce que je suis trouillard. Voilà. Et effectivement, depuis quelques années, je suis toujours derrière. Au début, j'étais tout le temps devant, maintenant je suis toujours derrière. Mmh. Parce que je déteste donner le rythme et il y a des manières de prendre des relais qui me conviennent pas, donc je ne vais plus devant. Et puis, enfin voilà. Et puis surtout que quand tu es dans un peloton comme celui du cheval, quand tu es dans les 10 premiers, tu as les 10 suivants qui sont tout le temps en train de gueuler en fait. Ils sont jamais contents. Ça va trop vite, ça va pas assez vite, faut aller à droite, faut aller à gauche, moi ça me casse les couilles. Donc je suis derrière. Comme ça. Et derrière, en plus, contrairement à ce qu'on peut croire, être tout derrière d'un peloton, c'est un très très bon entraînement. C'est-à-dire que tu bouches les trous, Mais tu fais l'élastique, tu es obligé de faire des renvois, et moi ça me convient parfaitement. Donc on revient sur la dangerosité du cheval rouge. Euh, c'est pas si dangereux que ça dans la mesure où, vu le nombre de gens qui viennent et le nombre de kilomètres qui sont avalés, si tu rapportes ça au nombre d'accidents qu'il y a par an ou depuis 10 ans, c'est que dalle. Que dalle. S'il y a 2 ou 3 chutes par an, c'est rien. Alors évidemment que quand il y a une chute, il est arrivé que des chutes soient très graves ou spectaculaires, avec les pompiers, etc. Forcément, quand tu te prends une pelle à 45 km/h, tu finis bien souvent avec les pompiers. Mais si tu prends du recul et que tu te dis, bon, euh, l'année dernière, moi j'ai fait 16 000 bornes, je crois. 14 ou 16 000, je ne sais plus, un truc comme ça. J'ai vu 3 accidents. Voilà. C'est pas grand-chose en fait. Et je pense qu'il y a autant d'accidents dans les petits groupes ailleurs. C'est évident. Et le problème du cheval, en fait, c'est pas tant que ça va vite, c'est la difficulté qu'a un cycliste, et je m'intègre à l'intérieur, de lâcher. mmh, Il y a pas longtemps, j'ai fait une vanne hein, qui était mais pourquoi roulent-ils si vite? Parce qu'ils peuvent. En fait, tu as 10 mecs devant qui vont vite. Le problème, c'est les 10 suivants. Laisse-les partir devant. Mais on ne peut pas. On est tous comme ça, on voit les mecs, on veut s'accrocher. Et c'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux quand tu t'accroches. Alors, si la sortie a fait 50 km, ça va, mais quand tu as fait 100 km, 120 km, il y a un moment donné, il faut savoir se relever. Voilà, c'est tout. Mais franchement, moi, je trouve pas ça dangereux. Hein. Avec le cheval, ça fait 8 ans que j'y vais. J'ai dû tomber 2 fois, moi. Et pas grave. Voilà. Donc, c'est pas 2 chutes en 8 ans. Je suis tombé plus souvent en gravel. Hein. Je suis encore tombé ce matin. Donc, mais comment tu as fait ça? ben, en fait, comme un con, hein, en fait, Bah, alors, je juste ne sais parenthèse, il y a rarement de chute intelligente, ouais, hein. non, mais là, c'est vraiment très con. Il y a plusieurs variables. La première, c'est que je suis une quiche en pilotage. Vraiment, je ne sais pas piloter. Moi, je suis pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Ensuite, j'ai peur. J'ai peur de 2 choses. J'ai peur de péter mon vélo, d'une part, et j'ai peur de me faire mal. Si je tombe, si je me, j'arrive à un âge où c'est de plus en plus difficile de guérir. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, je pouvais me peler, me vautrer quelque part. 2 jours après, j'avais plus mal. Tu vois, là, je me suis chopé une tendinite il y a 2 mois, j'arrive pas à m'en débarrasser. Tu vois, c'est assez compliqué. Donc j'ai la peur. Donc je suis très très prudent. Et en fait, quand tu roules prudemment sur des zones qui glissent, c'est encore plus dangereux que quand tu roules vite. Et donc ce matin, on est passé dans des chemins très très gras. Il a plu toute la nuit. On a Mmh. pris des chemins. J'aurais dû vérifier la trace. On a pris des chemins qui étaient vraiment dégueulasses. Et à un moment donné, j'arrivais et il y avait un trou. Et je me suis dit, les 2 dernières fois où j'ai essayé d'éviter le trou, je suis tombé en glissant. Mmh. Je vais passer dans le trou. Heureusement, j'étais à 10 km/h. Et en fait, le trou, eh ben, il était très profond. Il y avait de l'eau.
et il était très profond. Je l'ai pas vu. Et la roue, comme j'allais pas vite en plus, bah, la roue, elle a tapé. Et bah, j'ai fait un soleil. Mais heureusement, comme j'allais pas vite, j'ai pu mettre la main, me récupérer avec le pied et attraper le vélo avant qu'il tombe et qu'il s'abîme. Et je suis remonté dessus. Donc voilà. Alors, Donc tu vois, je tombe plus facilement avec mon gravel qu'en route. tu viens de mettre le doigt sur la leçon numéro 1 de pilotage, passer vite. Oui, je sais, je sais. La vitesse résout tous Ah, les problèmes, beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'en suis convaincu. J'arrête pas de dire ça à mes gars ou alors je peux pas le dire parce que Mmh. à mes poulains et à mes Ouais, pouliches que j'entraîne, mais même sur la chaîne, la vitesse, ça résout ouais. tous les problèmes Mais et dans un trou, dans la boue, faut passer vite. je suis d'accord. Mais ce matin, il y avait quelques circonstances atténuantes, votre honneur. Hem, Tu avais gardé tes Pathfinder et tu t'es rendu compte exactement, que ça j'avais glissait dans la boue. mais c'était une horreur, c'était une patinoire. Bah oui. Je n'avais je Par moment, je faisais un tour de roue Mmh. sans que ça avance. C'était impossible, impossible. Ah Donc bah non, mais ça, voilà, c'est comme ça. ce n'est pas très grave. Parce qu'après, quand on était sur les chemins un peu moins boueux et glissants, ça trace. J'ai moins peur là. Je passe très vite dans les trous. Sauf que là, oui, il y avait, je te dis, comme tout, c'est plein de micro choses. Voilà, les Pathfinder, la boue, voilà, la peur de tomber, la peur de péter le vélo parce que je vais faire des trucs là bientôt avec. Tu vois, je vais faire une sortie de. Demain, je vais faire 170 km. On va en gravel à Châteaudun et on revient. Donc voilà, je voulais pas non plus trop me fatiguer, trop me tuer. Ouais, c'est plein de variables. Voilà. Mmh. Donc Mais demain tu roules à Châteaudun? du côté de Châteaudun, je crois, il faut que je vérifie le parcours. Mmh. Il faudra que je vérifie ça tout à l'heure. On me l'a envoyé hier, donc il faut que je vérifie par où on passe. Donc c'est une sortie de 170 km, je pense. Aller-retour. Donc quelle différence tu fais entre être passionné et être intense? Alors c'est simple, c'est une question de définition, mais c'est une conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui m'a fait rire quand il m'a dit: «Mais lui, il utilisait le mot passionné dans le sens 2022». Je dis: «D'accord, mais maintenant que je le sais, on va l'utiliser comme tu l'utilises, mais les mots ont un sens et une signification». Voilà. La passion, c'est la perte de raison. Quand tu es passionné, tu ne raisonnes plus. La passion l'emporte. Or, je suis quelqu'un qui passe son temps à raisonner. Je refuse de perdre le contrôle et je refuse de ne pas réfléchir à ce que je fais. La passion, il y a un aspect monomaniaque. La passion de Jésus, crime passionnel. On tue par passion. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens incapable de tuer qui que ce soit. Et la passion, ça a un côté monomaniaque, c'est-à-dire que tu es passionné par un truc, tu ne raisonnes que, enfin, pas que tu raisonnes, tu ne vois que par ta passion. Or, je me refuse de ne voir que par un truc. Alors, on peut m'en dire, oui, mais il y a des passionnés de plein de choses. Alors, vérifions si c'est bien de la passion. Et ensuite, oui, il y a bien des collectionneurs de collections. Donc, il y a bien de multipassionnés. Mais pour moi, la passion, c'est la perte de raison. Tu raisonnes pas. T'es pas capable. Il y a un moment donné, c'est tellement fort ce que tu ressens que ton cerveau, il disjoncte et tu ne raisonnes plus. Or, j'ai besoin de raisonner. Dans tout ce que je fais, il me faut une raison. Ouais, il y a une raison. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais les choses de manière intense. Je fais les choses de manière, on va dire, comment on pourrait dire, enthousiaste. Je suis un amateur, j'aime les choses, mais je ne suis pas passionné. Parce que regarde, on pourrait croire que je suis un passionné de jeu, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans dans le jeu. Je suis un joueur, j'aime jouer, j'aime le jeu. Mais depuis que j'ai vendu ma boîte, je ne joue plus, ou très très peu. Ça ne me manque pas. C'est-à-dire que ce que je cherchais et ce que je trouvais dans la pratique du jeu, je le trouve dans la pratique du vélo, par exemple. Je le trouve dans le fait de faire des vidéos. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont venus me voir il y a quelques années pour faire une vidéo sur les passionnés. C'est là que j'ai commencé à verbaliser la chose un peu plus de manière raisonnée. Ouais, t'es un passionné de plein de choses. Et je leur dis, mais non, je suis pas passionné, mais regardons ce qu'il y a en commun dans tout ce que j'ai pu faire. Parce que c'est quelqu'un qui me connaissait depuis longtemps, avec qui j'avais fait du théâtre il y a très longtemps. Et dans les années 80, j'ai fait du théâtre et je le faisais avec la même vigueur, avec la même force, avec la même intensité. Il me dit, ouais, tu étais passionné de théâtre, tu es passionné de jeux de société, tu es passionné de vidéo, tu es passionné. Je dis, non, pas vraiment. Mais quel est le lien? Ce sont les gens. Systématiquement, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse, ce sont les gens. Là, ce qui m'intéresse dans ce qu'on est en train de faire, c'est pas de parler forcément du vélo. C'est voilà, je te connaissais pas, je te connais pas, on parle, c'est rigolo, tu me fais parler, j'écoute ce que je suis en train de te dire, ça prend sens dans ma tête, je me dis tiens, là t'as dit ça, mais en fait c'est une connerie,
tu ferais mieux de dire ça comme ça. Là, tu as dit ça, ouais, c'est mieux verbalisé, tu vois. C'est ça. Et puis je vois tes réactions, je vois que tu ne réagis pas. Je dis tiens, pourquoi il réagit pas? Pourquoi il est comme ci? C'est ça qui m'intéresse, c'est comprendre les gens et avoir des relations avec les gens, tout en détestant l'humanité, ou parfois l'inverse. C'est-à-dire que je déteste les gens et j'aime l'humanité. Et le lien entre toutes ces activités, c'est ça. Et je ne peux pas dire que je suis passionné par les gens, parce que d'abord je suis un Jean, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Le lien, c'est les gens. Faire des choses, que mon cerveau travaille, et comme on est obligé de vivre avec des gens autour de soi, qu'on a besoin, c'est plus fort que nous. Il y a un gars dont j'ai oublié le nom, Tesson, je crois, il s'appelle, qui fait des retraites. Le mec, il se retire, il écrit des bouquins, hein. Il fait des retraites, il part 6 mois, il a vécu 6 mois, il a traversé la toundra, les machins, les trucs, et il disait, à un moment donné, quand tu es seul, tu deviens fou. J'ai pas lu ses livres, hein, mais j'ai écouté ce qu'il en disait ou j'ai lu des articles. Et il disait, au bout d'un moment, si tu as personne en face de toi, tu deviens fou. Parce que moi, je suis persuadé que tu n'existes, parce qu'on ne se voit pas. Moi, je me vois pas là. Je te parle, je me vois pas. Il n'y a que toi qui me vois. Et je n'existe que dans ton regard. Je n'existe que dans les mouvements que tu peux faire. Toi, je t'ai vu une fois ou deux bouger ta tête. Comme ça. Même si tu essayes, je n'existe qu'à travers ça. Donc, à un moment donné, tu as besoin de ça. Tu vois? On pourra aller très très loin, mais ça fait combien de temps qu'on parle là? Il y a des gens Ça qui fait une regardent heure ça. 30, ça fait 1h32. Ok. J'aimerais savoir si tu relèves quand même le léger paradoxe d'être un être qui résonne, un petit peu comme un Vulcain donc dans Star Trek, parce que Ouais, ouais. Monsieur Spock est un Vulcain et il résonne énormément Ouais, et ouais. refuse de se laisser dominer par ses émotions. Ouais. Un peu comme. Ce qui Ah ouais. l'entraîne à sa perte d'ailleurs, à un moment donné. Un peu comme Yoda, quoi. Ça je sais pas, je maîtrise pas moi. La Ouais, seule ben blague voilà, bah, que je j'ai peux te le avec dire, moi, Yoda, c'est que, c'est un peu comme Yoda. ah ouais? Ouais. Mmh. Et Mmh. pourquoi t'aimes pas Star Trek? Non, c'est pas que j'aime pas Star Trek. C'est que tu préfères Star Wars? Je préfère Star Wars. En fait, Ouais. je trouvais que, Star Trek, c'était kitsch et que Star Wars, c'était moins kitsch. Mmh. Voilà et donc je préférais Star Wars, c'est comme ça et puis après j'ai un passif avec Star Wars, j'ai joué au jeu de rôle Star Wars, j'ai masterisé du jeu de rôle Star Wars. Voilà donc il y a aucune raison valable en fait Mmh. et je pense que, Star Trek tout comme Star Wars, c'est bien, si tu veux. Ce qui compte, c'est que tu en as ce que tu en as retiré, ce que j'en ai retiré mais il y en a pas un mieux que l'autre. Ah bah non. Voilà, Ah, ce ouais, que j'aime, c'est pour ça que je préfère Harry Potter au Seigneur des Anneaux et que je ouais. préfère Star Trek à Star Wars, c'est que c'est plausible. Oui alors ça, Si, oui, 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 bien sûr, oui, oui, si, si c'est possible. oui, tout est possible. Mais C'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas possible. je trouve, Le Seigneur des Anneaux tout aussi plausible, moi, tu sais? Je sais Ah pas, si, je j'ai sais pas de problème pas. avec ça, moi. Ça C'est, évidemment, ça pourrait, tu vois, un mec abandonné dans l'espace avec un gros méchant dont on voit jamais la tête et puis une grosse planète, remplie de méchants et de mecs habillés en blanc. Ouais, c'est possible. De la même manière un vieux barbu à poil à moitié dans la forêt. Oui, ouais, c'est possible. Mais je me dis, tout est possible, bien entendu. Mais je préfère le côté plausible de monter dans une cabine téléphonique et de se dire: je rejoins le ministère de la magie ainsi». ouais. Ouais, non, mais c'est on a t C'est un petit peu plus romantique ouais, peut-être. mais C'est un petit peu plus rigolo. on recherche chacun, on a tous besoin de se rattacher à des trucs. Il y a tellement de variables qui rentrent en considération dans ce qu'on est, et puis de toute façon, c'est catastrophique quand tu réfléchis à ce qu'on est. Tu pas le même maintenant qu'il y a 20 ans. Même au niveau de tes cellules, tout a été refait si tu veux, donc tes neurones, tes synapses, ta peau elle est refaite, donc on peut tellement changer entre maintenant, il y a 20 ans et dans 20 ans. On Ce qui nous amène là, à ce moment précis, qui nous fait apprécier ça ou ça dépend de tellement de choses. Peut-être que j'aurais pu être plus attaché à Star Trek, parce que si j'avais tourné à droite au lieu de à gauche un jour en marchant dans la rue, j'en sais rien, tu vois? On sait Va pas. savoir. Ouais, Enfin, n'empêche que tout à l'heure en déjeunant, j'ai regardé le dernier James Bond. ouais. Tu pas aimé? C'est pas que j'aime pas, le début est extrêmement prometteur. Après le rythme est un petit peu lent, mais en même temps, c'est plutôt vu que ça a l'air quand même une histoire de retraité, je trouve que le peut-être que le rythme un peu lent et se justifie ainsi. Mais c'est vrai qu'il est pas je retrouve pas
l'intensité d'un Casino Royale ou d'un Skyfall, Oui, mais c'est normal, oui, tu as raison, mais en tu as même mis temps, tu as dit la chose juste, hein, il part à la retraite et donc il c'est est aussi normal et ouais, il y a ce petit charme, ouais, où tu vois, quand il monte dans l'avion, il dit: «OK, comment ça marche?» ouais. Ah oui, Et parce j'ai qu'il est trouvé vieux. ça cool, en fait. Bah, parce que c'est normal, parce qu'en vieillissant, je sais pas quel âge tu as, mais moi j'oublie les noms des gens, les noms des acteurs, je j'ai l'impression, tu sais, comme un disque dur, à un moment donné, tu es obligé de faire de la place et de mettre d'autres Mmh, trucs. Surtout quand, bah, par exemple, quand j'ai décidé d'écrire mon bouquin là et de me renseigner, ben, j'avais le sentiment que, bah, il fallait que j'enlève des trucs pour en mettre d'autres. Donc, il y a des trucs que tu oublies, enfin c'est normal. ouais. Tu as Je tes sais pas, Dans je ton sais pas cerveau si dans ton cerveau, les liaisons, elles se font, elles se défont, en fait. peut-être on garde l'essentiel. Parce que tu vois, il reste des trucs, évidemment, je suis comme toi, je vieillis un petit peu, j'oublie quelques trucs, mais il y a des trucs que je n'oublie absolument pas et j'ai quand même malgré tout une bonne mémoire Mmh mh. et du coup, cette semaine, je vais essayer de me trouver un créneau cinéma nocturne pour Ouais, aller voir le dernier Batman. OK. Parce que Ah, s'il y a on m'en bien a dit que du bien. bah, apparemment, Mmh ouais mh, mmh et ça, s'il y a bien un truc qui reste, stable, tu vois, tu disais tout à l'heure, on vieillit, on mh. Mmh. change, on vit plein de trucs. Ouais, mais Metallica, Slayer et Batman, ça Ça restera restera. probablement jusqu'au bout, jusqu'à la mort, probablement et tant mieux, c'est bien mieux ainsi. Mon petit bonhomme, on va Mais, s'arrêter juste là. juste sur le métal, hein, Mmh. j'en ai pas après le métal, hein. Moi, Non, mais je m'en fous. j'ai été voir System of a Down en concert plusieurs fois, des trucs comme ça, Non, hein, alors c'est si tu essayes de me séduire avec ce ah, genre de musique, pas du tout! tu n'y arriveras pas, Non, je non, m'en mais fous. j'ai écouté des trucs qui J'aime font bien, du mais bruit. ça m'intéresse pas. Je vois. Non, Espèce de snob. non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Bah, non, non, non. Depuis quand avoir des goûts assez orientés, c'est du snobisme? Ah, je sais pas. Non, non, il y a une forme de métal et il y a Ah, quelques formes de métal que j'aime, OK. mais Tu es et exclusif en puis musique? non, Ah, OK. pas du tout. J'écoute Non, de non, tout, moi. non, non, j'écoute pas de tout, j'irai pas jusqu'à dire ça parce qu'il y a quand même des formes de musique qui m'horripilent et que je comprendrai jamais, comme le reggae, par exemple, Ouais. mais contre lequel je n'ai absolument rien, mais simplement ça me parle pas. C'est une Mmh mh. question d'émotion et ça fait vibrer, à peu près aucune cellule de mon Ah ouais. corps alors que, ouais, ce matin, j'ai réécouté un groupe qui s'appelle Sumac Mmh mh. et je me suis arrêté de travailler, je me suis dit: «Waouh, putain, c'est vachement bien». Donc c'est un genre de métal ultra sombre, Mmh ultra mh. plombé, ultra lent, Mmh mh. mais j'ai adoré. OK. Parsemé de cris gutturaux, à te OK. glacer le sang, mais alors j'ai adoré ça. OK. J'ai adoré ça. C'est un des OK. trucs que je préfère. Bref. Du coup, on va se laisser là, OK. et puis on va commencer à réfléchir à notre, balade, ensemble, donc Avec plaisir. peut-être, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. OK. Donc on va faire ça en privé et ça nous donnera l'occasion de filmer tous les 2, chacun de notre côté et de sortir une vidéo chacun de notre côté pour voir la différence ou en tout cas pour voir la complémentarité, OK. pour donner un ton plus positif. Avec plaisir. Voilà, donc là-dessus, je te remercie. Je vais Mais te merci laisser à toi. pour ta minute de solitude. Tu n'oublies pas les consignes, onglet ouvert, caméra fermée quand tu as tout terminé OK. et puis voilà. Philippe, À bientôt sur le vélo. puisqu'on t'appelle ainsi maintenant, Ah. merci. Alors, par contre, laisse ta caméra allumée Ah! pour la minute de Ah, solitude. d'accord. Tu m'as dit de la C'est couper il moi y a qui 2 coupe secondes. tout. Ah, c'est toi Non, qui non, coupes? c'est moi qui D'accord, c'est quand tu es arrivé à la fin de ton d'accord, allocution, tu coupes ta caméra, tu coupes ton micro, mais tu ne fermes d'accord. pas cet onglet. OK. Quant à moi, je ferme, mon micro et ma caméra et les petits amis, je vous souhaite une bonne nuit.